Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre pour cette première émission Perspective Libre, le format qui va mettre en avant les auteurs du Cercle Aristote et leurs ouvrages. Donc pour bien commencer ce soir, on a Maxime Amblard avec nous pour parler de son livre Abondance et pénurie. Bonsoir Maxime. Bonsoir. Et donc ce soir, on va parler souveraineté énergétique, raréfaction des ressources, les surgénérateurs, enfin tout un ensemble d'éléments très intéressants pour l'avenir du pays. J'ai lu l'ouvrage de fond en comble et je dois avouer que c'était particulièrement passionnant et surtout je trouve ça très enthousiasmant pour la suite. Mais on va en parler dans un instant. Tout d'abord, je voulais vous délivrer 2 messages. Tout d'abord, donc, vous faire part du partenariat qu'on a avec Esthète. Donc Pierre-Yves en a parlé pendant le grand entretien, si vous l'avez suivi. Sinon, n'hésitez pas à aller voir cette vidéo. Donc Esthète, c'est une entreprise française de création de tableaux qui met en avant en fait les icônes de la culture française et patriotique. Donc là, vous voyez qu'il y a derrière moi l'empereur, donc tout va bien, on va passer une bonne soirée. Mais vous avez également Charles de Gaulle, Jeanne d'Arc, etc. Donc ce sont des éditions limitées, numérotées, et vous avez également un petit certificat d'authenticité qui prouve voilà, que vous avez une édition originale. Donc les membres d'Esthète nous font le cadeau d'un petit code promo de 10%, ça s'appelle Aristote 10, donc on mettra tout ça en description et vous pourrez aller voir par vous-même pour parfaire la décoration de votre salon ou selon les goûts de votre conjoint, celle de votre bureau. À voir. Également pour cette première émission Perspective Libre, eh bien, je tiens à remercier plusieurs personnes. Tout d'abord Pierre-Yves Sinclair pour la confiance qu'il me donne sur ce format-là, donc la 4e émission pour le Cercle Aristote. Également eh bien, David, Charles qui est juste derrière à la caméra, et Quentin pour le soutien logistique et technique, Jacques et Brieux qui gèrent le Twitch, également Octave et puis les modérateurs du Discord qui permettent d'animer tout ça, Jean pour la vignette et Catherine pour le superbe générique que vous venez de voir. Voilà, merci également à tous les membres du Cercle Aristote et puis à ceux qui nous soutiennent et qui sont nos sympathisants. Voilà, c'est grâce à vous qu'on peut faire ce type de format, qu'on peut avoir des gens intéressants sur ce plateau et puis pouvoir développer tout ça. Voilà, donc sans plus de cérémonie, on va aller dans le cœur du sujet. Donc Maxime, abondance et pénurie, pourquoi? Tout simplement. C'est une question bien large. Pourquoi? Alors, écrire un livre, comme ça, c'est pas quelque chose, on se dit du jour au lendemain, je vais écrire un bouquin, surtout sur ce sujet-là. C'est un processus qui évolue au fur et à mesure du temps, faut bien s'en douter. Moi, il est né après mon adhésion dans un parti politique, un petit parti politique que j'ai quitté très rapidement en fait, parce que au fond, quand je suis allé dedans, j'ai vu que la gestion me convenait pas, mais j'avais déjà commencé à réaliser un travail sur les bribes d'un programme de politique énergétique pour ce parti-là. Et je me suis dit fondamentalement que c'était dommage de laisser ce travail de côté. Déjà, ça me trottait dans la tête depuis un moment, mais et donc je me suis dit bon, on va essayer d'en faire quelque chose déjà de plus construit, de plus réfléchi, de plus accessible aussi au grand public. Et au fur et à mesure du temps, à force de rajouter des éléments, on arrive sur un bouquin de 300 pages qui est quand même bien garni à mon avis. Alors effectivement, donc si vous avez eu la chance déjà de le parcourir ou si c'est pas encore fait, je vous conseille d'aller voir sur la librairie du Cercle Aristote pour le commander. Moi, ce que je trouve vraiment incroyable avec cet ouvrage, c'est que alors j'ai arrêté la physique chimie effectivement en seconde et ce qui est vraiment très intéressant, c'est qu'on part de la base. Donc au début les explications, les quantifications d'énergie, qu'est-ce que l'énergie tout simplement. D'ailleurs, qu'est-ce que l'énergie? Alors en effet, oui, il faut quand même admettre, c'est un livre assez technique. Parce que quand on parle de ces sujets-là, forcément, il va falloir amener des unités, il va falloir amener des notions scientifiques, physiques, pour éviter de faire de l'idéologie et juste parler d'opinion. À un moment, il faut se ramener sur les faits. Donc c'est quand même assez technique, mais j'ai quand même eu à cœur de vouloir faire démarrer le lecteur, n'importe quel niveau qu'il soit d'ailleurs, sur une même base, pour rappeler les fondamentaux. Donc qu'est-ce que l'énergie? Donc l'énergie, c'est la quantification de la transformation de l'environnement
en général. On s'intéresse quand même ici à l'énergie liée quand même aux activités humaines. Donc, ça va être notre capacité à transformer l'environnement pour réaliser des activités qui ont pour objectif de satisfaire nos besoins. Ça, c'est sur une vision anthropocentrée. D'accord. Voilà, pour faire simple. Donc, il y a quand même toute la première partie est assez théorique pour rappeler quels sont les fondamentaux de l'énergie, en quoi ça nous est utile, et au fur et à mesure prendre un peu de distance et décrire le système énergétique dans son ensemble, une modélisation, on peut dire. Puis après, aller plus loin dans le détail pour faire un état des lieux de l'approvisionnement énergétique de ce pays. Effectivement, c'est ça que j'ai trouvé vraiment incroyable, c'est que donc on part effectivement des bases, on met en place tout ça, ensuite on a en fait un déroulement logique, c'est-à-dire tu démines au fur et à mesure les différentes questions qu'on pourrait se poser, et à la fin effectivement tu nous livres ces différentes conclusions qui sont assez surprenantes, hein, on va en parler, mais alors moi de ce que je vois par rapport à ce format-là, à la manière dont tu vas décrire donc c'est bien servi, hein, par une bonne plume, mais sur le format on sent qu'il y a une patte d'ingénieur. Et justement, si tu pouvais revenir sur peut-être ton parcours, ta formation. Oui, bien sûr. Alors, déjà, le domaine scientifique m'a toujours un peu intéressé, même quand j'étais tout jeune, en primaire, etc. Mais les professeurs faisaient les commentaires à mes parents comme que je suis quelqu'un de très curieux. Donc forcément, quand on est très curieux, ça amène une certaine appétence pour comprendre comment fonctionne le monde, pour comprendre comment la dynamique de ce qu'il y a derrière. Et forcément, à mon avis, on s'oriente naturellement vers le domaine scientifique qui arrive quand même à donner des réponses rationnelles et factuelles à ce genre de questions. Donc, j'ai fait un parcours typiquement scientifique, bac S, etc. Et après, je suis allé en prépa d'ingénieur. Mais je savais déjà au lycée dans quelle école d'ingénieur je voulais aller. C'est assez rare comme chose là, mais je m'étais mis en tête. Pourquoi ? Parce que j'étais profondément intéressé par la problématique énergétique, déjà à cette époque-là. J'avais intuitivement, parce que je ne l'avais pas vraiment formalisé dans ma tête, mais intuitivement, j'avais conscience que ça allait être une problématique majeure pour le futur, concrètement, et même pour toute l'humanité, c'est vraiment une pierre angulaire de tout ce qu'on pouvait faire. J'avais un peu cette intuition-là, sans vraiment la matérialiser. Le cheminement logique m'a amené à me dire que la source d'énergie la plus complexe, la plus compliquée à comprendre dans toutes celles qu'on a à disposition, c'est le nucléaire. Voilà. D'accord. Parce que typiquement, charbon, bois, gaz, c'est la combustion, on voit ça au collège. Éolien, c'est mécanique des fluides, c'est pas si compliqué, on voit un peu ça au lycée, puis après en prépa on voit un peu plus dans le détail. Photovoltaïque, là ça devient un peu plus compliqué, c'est semi-conducteur, mais bon, j'ai eu aussi la chance de voir ça en école d'ingénieur. Mais fondamentalement, le nucléaire, c'est vraiment quelque chose qui nécessite énormément d'heures pour comprendre vraiment d'où ça vient, comment ça fonctionne, quelles sont les différences, les particularités, parce que c'est quelque chose de très complexe, contrairement à ce qu'on peut penser. Je pense aussi les gens savent que c'est complexe, mais il y a une diversité très importante de technologies, je veux dire, et de façons d'utiliser la fission nucléaire qui sont pas toutes les mêmes. On le voit bien d'ailleurs entre la bombe et un réacteur civil, c'est pas vraiment la même chose, hein. C'est pas du tout la même chose même, faut rassurer les gens sur ça. Du coup, je me suis orienté vers cette école d'ingénieurs là à Grenoble, qui est historiquement l'école d'ingénieurs qui a été montée pour le programme nucléaire français. D'accord, ouais. Donc c'est vraiment une école spécifique à ce... Oui, il y a quand même un cursus général, je peux la citer, hein, c'est FELMA, Grenoble INP FELMA. Okay. Il y a quand même un cursus général, et puis après il y a vraiment une spécificité sur le nucléaire, même si on voit aussi les autres sources d'énergie, donc photovoltaïque et éolien, mais il y a quand même 80% du morceau, c'est pour le nucléaire. D'accord, donc après, c'est des gens qui vont au CEA, Framatome, etc. Framatome, EDF, CEA, Technicatom, donc généralement ceux qui veulent s'orienter sur la neutronique, donc l'étude des neutrons qu'il y a pour faire les fissions, généralement ça va là. Après, la thermohydraulique, ça peut être aussi utilisé pour les avions, etc. Donc ils peuvent s'orienter sur un domaine industriel plus large, on va dire. D'accord. Et alors ça, c'est peut-être pour la partie un peu ingénierie. Et sur la partie politique, donc tu nous avais dit que tu avais travaillé finalement très rapidement pour un petit parti politique, mais à la base, pourquoi s'engager en politique ?
Alors, je viens de loin en politique. Je vais faire un aveu. Hein. Ça, c'est mais bon, il faut bien commencer quelque part. En 2017, j'ai voté Macron. Hein. Donc, j'étais tout jeune. Je crois que c'était... Ça y est. C'était ma première élection. Et pour vous dire ma façon de penser, je pensais que l'être humain allait vivre jusqu'à 1000 ans, genre, type Laurent Alexandre, là, enfin sa team là. D'accord. J'avais pas forcément une maturité très grande sur le système économique, mais pour moi, ce que disait Macron n'était pas trop con. Ça avait bien évolué, ça. Par rapport à l'énergie ou... Non, même au système général. Le fait qu'il veuille aussi casser cette espèce de dualité droite-gauche, parce que moi je trouvais qu'il y avait du bien à droite, du bien à gauche, et qu'il fallait utiliser les deux, ça me plaisait. Bon, le fait est que après son élection, j'ai quand même été beaucoup déçu, il faut le dire. Mais je viens de loin, et au fur et à mesure du temps, et notamment ça a été durant la période de mon deuxième stage d'école d'ingénieur que j'ai fait en Argentine. Donc le fait que ce soit en Argentine et la barrière de la langue, ça m'a pas forcément encouragé à, enfin c'est quand même faisait un frein sur le fait de sociabiliser avec les autres. Donc j'ai passé, malgré moi, pas mal de temps derrière mon ordinateur à écouter des conférences, des interviews, et je suis tombé sur les conférences de François Asselineau sur l'Union européenne. Et comme il a une approche, quand même, on peut lui reconnaître ça, il a une approche très factuel sur ces traités, etc., qui m'a plu, moi, parce que ça me permettait d'aller vérifier moi-même la véracité de ses propos. Il n'y avait pas vraiment trop d'opinions, etc. C'était vraiment basé sur des faits. Je suis tombé de haut, en tout cas. Je suis tombé de haut en apprenant tout ça, et au fur et à mesure du temps, ça c'est sur l'aspect politique, mais sur l'aspect technique, j'ai aussi commencé à écouter des premières interviews. C'était Pablo Servigne, un collapsologue. Bon, lui, il a une approche très idéologique. Ça a eu le mérite de m'éclairer sur ce milieu-là, mais ça m'a pas tout à fait convaincu. Après, plutôt arrivé Philippe Biwix, Nicolas Meillan, Jean-Marc Jancovici, qui, avec leur approche très factuelle, très rationnelle, ça m'a fait un électrochoc. Hein. Je vous avoue que quand on commence à faire ça, l'éco-anxiété, je l'ai vécu, cette période-là. Vraiment d'éco-anxiété, de déprime, parce qu'on a un monde où on pense que le progrès technique va toujours pouvoir nous sauver, qu'on va vivre jusqu'à 1000 ans, que business as usual, ça va être génial. Et on arrive quand même dans un monde où on prend dans la tronche les réalités physiques, et on se dit il y a des limites quand même qu'il faut prendre en compte, et qu'il va falloir essayer de travailler avec, en tout cas. C'est marrant parce que j'ai eu un peu le même parcours sur l'écologie. Donc j'avais effectivement vu une conférence de Pablo Servigne. Alors, ça fait quelque chose, et j'avais lu son bouquin L'Entraide, qui était très intéressant. Et puis alors après, tout de suite, via les algorithmes, effectivement, on arrive à Jancovici. C'est quand il nous présente les graphiques, etc. Mais le fait que ce soit basé juste sur des faits, c'est ça qui est d'autant plus troublant et d'autant plus interpellant, c'est que c'est pas juste quelqu'un qui va nous balancer sa soupe idéologique comme on pourrait prêcher une religion. C'est vraiment basé sur une observation réelle du monde, ce qu'il y a eu lieu et ce qui, en toute logique, devrait arriver, parce qu'on sait très bien que le pétrole, il se renouvelle pas, par exemple, à un rythme suffisant par rapport à notre rythme d'extraction, et les mathématiques nous montrent que on a un pic, hein, forcément, ça c'est logique. C'est forcément logique. Justement là-dessus, alors je me fais l'avocat du diable, comme on dirait, mais il y a beaucoup de gens qui disent oui, mais non, les chiffres, c'est n'importe quoi, c'est l'activité humaine, etc. Enfin, qu'est-ce que tu en penses? Non, ça c'est l'activité humaine. C'est une activité solaire, par exemple, qui emmène le réchauffement climatique. Ah, ça c'est une autre question, après le réchauffement climatique, parce que ça passe par l'intermédiaire de modélisation. Donc là, forcément, il y a des moyens de critiquer, même si quand même aujourd'hui les modélisations sont suffisamment solides. Et on a des observations. Enfin, prenez la moyenne des températures en France par rapport aux années 90, etc. On voit quand même bien que ça monte. Enfin, je veux dire, il faut pas non plus. Après, il y a des gens, ils vont toujours trouver des exceptions. Mais c'est la régularité des exceptions qui devient une norme, et c'est ça du coup qu'on appelle le réchauffement climatique typiquement. Et le fait est qu'il a déjà lieu, c'est même pas il va avoir lieu, c'est qu'il a déjà lieu. Et récemment le gouvernement, enfin le ministre de la transition écologique nous a annoncé qu'ils allaient faire en sorte de préparer la France à plus 4 degrés. Pour moi, ils ont tout à fait raison. Il faut anticiper le pire, justement. Et puis si jamais on n'atteint pas plus 4 degrés mais qu'on reste à plus 2, tant mieux. Mais on sera préparé au pire. Comme ça au moins ça sera une bonne surprise.
entreprises. Et c'est ce que je veux qu'on réalise sur le système énergétique, c'est se préparer au pire, donc à la perte rapide des ressources en hydrocarbures qui devrait arriver, parce qu'en plus il y a la quantité, mais il y a aussi la qualité. Enfin, je le nomme pas comme ça dans le livre, c'est taux de retour énergétique, mais bon, oui. plus simplement, on peut dire que c'est la qualité, parce que il nous faut de l'énergie pour aller extraire ce pétrole-là, et du coup, l'énergie nette qu'on va en tirer à la fin, c'est la différence entre les deux, c'est la différence entre l'énergie qu'on a tirée et l'énergie qu'on a dû investir pour tirer cette énergie-là. Oui, parce que si on est, enfin, pour vulgariser à l'extrême, en gros, si on, comment dire, on prend autant d'énergie pour extraire l'énergie qu'on va produire, on est à somme nulle, donc ça n'a aucun intérêt. Donc non, ça n'a pas vraiment, oui, on peut dire que ça n'a pas d'intérêt. Et donc à l'époque de Rockefeller, au début, là où on faisait des trous dans le sol et puis ça sortait très bien, le pétrole avait un taux de retour énergétique de 1%, c'est-à-dire on investissait l'équivalent d'un baril de pétrole pour en extraire 100. Aujourd'hui, pétrole de schiste, enfin pétrole de roche-mère si on veut être ça en bon français, c'est plutôt du 1 pour 10. Parce que c'est déjà plus profond, et puis technologiquement c'est plus compliqué, donc il faut plus d'infrastructures, et pour construire ces infrastructures, il a fallu de l'énergie. Et puis il faut injecter aussi plus d'énergie, parce qu'il faut mettre de l'eau sous pression, etc. etc. Ouais. Donc forcément, à la fin, on a moins d'énergie nette à disposition, et ce qui nous intéresse, et c'est pour ça qu'on continue à extraire de l'hydrocarbure, c'est parce que c'est une notion que j'ai introduite dans mon livre, c'est parce que c'est une énergie très commode à utiliser. Parce que c'est liquide, ça se transporte facilement, du coup c'est assez concentré en énergie, voire même très concentré en énergie. Bon, le gaz, lui, on doit le comprimer, c'est un peu plus dérangeant, mais à partir du moment où on arrive à gérer ça avec un bon rendement, c'est pas trop gênant. C'est pour ça que je mets la case hydrocarbures en général, pétrole plus gaz. Et puis surtout, ça s'allume, ça s'éteint quand on veut. Il suffit d'allumer la mèche, j'ai envie de dire. Et donc c'est pilotable, voilà, ça offre un autre aspect, et c'est très concentré, donc on peut mettre ça dans des voitures. Pas besoin de passer par des batteries, par du stockage d'énergie électrique sous une autre forme. Donc c'est pour ça qu'on continue à l'avoir. Dans les transports notamment, c'est tellement pratique qu'on n'a pas trouvé encore et je pense qu'on ne trouvera pas d'alternative qui soit aussi commode. Cette notion de commodité. Progrès des batteries... Mais le progrès des batteries entraînera toujours soit des nouveaux matériaux, soit plus d'énergie pour aller chercher ces nouveaux matériaux. Donc dans tous les cas, on en arrive finalement à remplacer tout ça par une notion énergétique qui fait qu'elle coûtera plus cher et qu'elle sera moins pratique à utiliser que le pétrole. Parce qu'encore une fois, la batterie, il faut la charger, machin, Donc il y aura forcément quelque part, que ce soit directement pour l'usager ou que ce soit via l'extraction des ressources, une perte de commodité. Et pour revenir là sur Jean Covici, parce que c'est un peu on va dire la star, j'ai envie de dire, du moment sur ce sujet-là. Est-ce que tu avais lu le plan de transformation de l'économie française du Shift ? Je l'ai feuilleté parce qu'il est long. Hein. Ouais, il est pas mal. Et justement, si tu as dû voir les grandes lignes, qu'est-ce que tu en penses et quelles sont les différences peut-être par rapport à ce que tu proposes dans le livre ? Eux, vis-à-vis de la stratégie énergétique, ils ont laissé quand même pas mal de ce que je me souviens, pas mal de zones de flou. En fait, ils n'ont pas conclu totalement il faut tant de nucléaire, tant de renouvelable, tant de machin. Ils ont quand même laissé quelque chose d'assez vague à ce niveau-là. Donc c'est ce que j'appelle la stratégie énergétique, c'est où est-ce qu'on veut aller, l'objectif à atteindre. Eux, ils ont énormément décrit la tactique, donc la façon d'atteindre cet objectif. Ils ont laissé quand même une marge de manœuvre sur l'objectif, mais la façon d'atteindre l'objectif. C'est très sectoriel en plus, il me semble. Très sectoriel, et surtout en considérant le fait qu'on n'ait pas forcément une croissance quand on doit le faire. Ce qui est quand même une hypothèse que personne ne prend avant et qui est très importante. Et je leur reconnais ça en tout cas. Et c'est un travail que je ne fais pas dans mon livre. Moi, je fais pas la trajectoire, je définis juste le cap, ce qu'on ne fait jamais d'ailleurs en France, à proprement parler. En France, on a une très fâcheuse tendance à toujours vouloir dire on va là, mais sans définir ce que l'on veut là où on va. Voilà, jamais on fait une espèce de... Attends, je veux reprendre. Pour faire une analogie, on va prendre une carte, un bateau, un capitaine, etc. Ce capitaine, s'il veut aller commercer de la canne à sucre, il va pas aller en Arctique. On est d'accord. Sauf que s'il veut aller récupérer des glaçons, il va aller en Arctique, il va pas aller dans les Caraïbes. Nous, en France, on ne définit jamais ce qu'on veut. Est-ce qu'on veut des glaçons ou de la canne à sucre ? Ça, on ne le définit même pas. Et pour ça, par contre, c'est une décision populaire pour moi. C'est vraiment le peuple qui doit décider ce qu'on veut. Voilà. Et après, à partir du moment où on sait ce qu'on veut, on définit le cap
en cohérence. Ça, c'est très lié à la technique, par contre. Et une fois qu'on a défini le cap en cohérence, on regarde là où on est par rapport à ce cap-là. C'est pour ça que ça nécessite une carte quand même. Et c'est pour ça que mon livre est là. C'est parce que ça dessine en quelque sorte un état des lieux, des contraintes qui pèsent sur l'énergie, la carte. Enfin, moi, ce que j'appelle la carte. Et une fois qu'on a la distance entre les deux points, eh ben, on se dit comment on fait pour y aller. Et c'est là où arrive la trajectoire et c'est là où arrive le travail du Shift Project, qui, à mon avis, est très intéressant. Et alors justement, peut-être pour lier ça à des notions comme la démocratie, tout simplement, tu nous dis ce qu'on veut finalement, c'est au peuple de le décider. Oui. Donc ça fait le lien avec la souveraineté. Mais ce qu'on veut, c'est quelque chose. Ça ne doit pas être technique normalement. C'est est-ce que vous voulez, c'est quel mode de vie on veut avoir. Est-ce que vous voulez continuer à vivre dans ce monde consumériste, individualiste, qui parfois confond énormément ses besoins et ses envies. On accumule pas mal de choses. Une espèce de fuite en avant matérialiste qui peut plaire à certains, mais il y en a beaucoup d'autres, je pense, qui s'y retrouvent pas. Et c'est une décision collective quand même, parce qu'on vit quand même en société. Ou est-ce que vous voulez qu'on continue comme ça ? Et en conséquence de ça, ça va induire des choix. Ça va induire des choix énergétiques. Voilà, mais c'est justement le risque, peut-être. Je sais qu'il y a certains qui disent, notamment chez les écologistes, face à la menace climatique, aux émissions de gaz à effet de serre, il faut pas de choix démocratique en fait. Pour la dictature verte. Voilà, c'est un peu l'idée. Donc imaginons demain on demande au peuple, on dit qu'on est un pays souverain, on demande au peuple qu'est-ce qu'on veut pour l'écologie, quel modèle de société. Si ce peuple-là nous dit, bon écoutez, moi les générations suivantes... Voilà, et on se fait, on en profite jusqu'au bout et puis fini quoi. Je sais pas si le peuple choisira ça, en tout cas ceux qui ont des enfants, j'en doute. Donc j'essaie de me rassurer comme ça. Mais après, il est possible quand même de maintenir, à mon avis, et c'est là où je diverge un peu avec Jean-Marc Jancovici d'ailleurs, c'est à mon avis, il est possible de maintenir un niveau de vie équivalent à ce qu'on a aujourd'hui. Il va forcément y avoir des adaptations. On va peut-être pas s'acheter trois t-shirts par mois parce qu'on en a envie. Mais ça sera raboter la satisfaction de certains besoins qui sont quand même pour moi assez superficiels. Je veux dire, si on va pas aller aux Caraïbes pour aller en vacances cet été, mais qu'on va plutôt aller, je sais pas, sur la Côte d'Azur, on va pas en faire tout un foin. Il va peut-être falloir élargir la période de vacances scolaires ou essayer de la sectoriser pour s'organiser, pour faire que tout le monde n'aille pas au même endroit. Mais ça sera mieux que de prendre l'avion, par exemple. Par exemple. Et du coup, j'ai perdu le fil de là où je voulais... Qu'est-ce que je disais ? Non, mais c'est effectivement le lien avec la démocratie. Oui, le lien avec ça... fondamentalement, il faut quand même qu'il y ait de la démocratie, il faut qu'il y ait une acceptation populaire derrière. Ça peut pas venir d'en haut, parce que ça va créer de la frustration, et au lieu d'aller dans la sobriété, qui est quand même parce qu'elle sera nécessaire, même à court ou moyen terme, mais au lieu d'aller dans la sobriété ou un changement de mode de vie qui est consenti, on va aller sur un appauvrissement ou quelque chose qui est ressenti comme subi, ou comme contraint. Ça, on sait très bien que les Français n'aiment pas trop quand même. Donc moi, je jouerai pas trop à ça, honnêtement. Bon. Et alors justement, un autre lien peut-être avec la liberté, la démocratie, c'est dans la quatrième de couverture. Tu dis si l'économie n'est que de l'énergie transformée, il ne peut y avoir ni liberté ni prospérité dans un État qui ne comprendrait pas ses propres enjeux énergétiques. Donc c'est en fait pour toi la maîtrise de l'énergie conditionne pratiquement la maîtrise du destin politique de la communauté. Si on suit le raisonnement que j'ai eu tout à l'heure qui fait que l'énergie nous permet de réaliser des activités qui nous permettent de satisfaire nos besoins, plus d'énergie, plus de satisfaction de besoins. Donc gros bordel. Concrètement, c'est pas très compliqué comme raisonnement. Moi, je dis pas avoir des raisonnements très compliqués, mais généralement les choses simples sont quand même les plus. C'est pas faux. Déjà les plus compréhensibles et celles qui arrivent le mieux, souvent, à matérialiser les choses essentielles de ce monde. Il y a toujours des particularités, des exceptions, etc. Mais au premier ordre, en première approximation, ça définit quand même les 80% de ce qu'on peut observer. Et quand je dis la réalisation d'activités, l'énergie pour réaliser des activités, rien que le fait de bouger ce gobelet-là, ça nécessite de l'énergie. Et mon corps est un convertisseur énergétique, j'ai ingéré de la nourriture, et donc il y avait de l'énergie sous forme chimique dans cette nourriture-là. Mon corps, lui, va la décomposer pour me permettre d'avoir de l'énergie sous forme thermique et mécanique.
Et prendre ce gobelet pour le mettre à ma bouche et pour boire de l'eau, ça me satisfait un besoin et ça nécessite de l'énergie. Voilà. Sauf qu'au fur et à mesure, on a toutes les machines qu'on a ici pour satisfaire encore plus de besoins et nous dégager du temps libre d'ailleurs, au lieu d'aller ramasser des patates. Et justement, un des besoins d'un État ou d'un pays, c'est de se défendre. On voit quand même qu'en Europe, on a une politique énergétique jusqu'à présent qui nous a garanti une certaine autonomie. Ça dépend quel pays d'Europe. C'est vrai. Et je parlais précisément en France. Effectivement, on est quand même pas trop mal, je trouve. Mais du coup, il y a un lien finalement entre Fessenheim, la fermeture de Fessenheim, et la situation actuelle avec l'Ukraine, les tensions en Europe de l'Est. Il y a un lien direct, je ne sais pas. Pas direct, mais je veux dire... Mais si on veut se défendre davantage et qu'on veut s'assurer une certaine production de munitions, après on n'est pas toujours obligé de se taper dessus dans ce monde-là, hein, quand même. C'est pas une obligation. Mais bon, à un moment, faut pas être naïf non plus. Il faut se dire que les autres pays, il y en a certains, ils aimeraient taper sur les autres. Donc, il faut savoir se défendre. Mais si on veut s'assurer une certaine production de munitions, d'armes, etc., pareil, ça nécessite de l'énergie. Après, il faut pas confondre souveraineté énergétique et indépendance énergétique. On sera jamais indépendant totalement, énergétiquement ou au-delà d'ailleurs. C'est pas possible, parce que sur le territoire français, on n'a pas tous les métaux du tableau de Mendeleïev, enfin, si factuellement on les a tous, mais pas en concentration suffisante pour que ce soit intéressant de les extraire. Donc on va forcément devoir se lier avec des voisins, avec d'autres pays qui ont ces réserves-là, et il faut jouer sur une relation d'interdépendance. Pareil, il faut pas être naïf, c'est tu me donnes de ça, je te donne de ça, tu me donnes tes ressources principales, je fais valoir, je sais pas, mes compétences technologiques, ou et puis comme ça, je te vends autre chose, du produit transformé par exemple. Ah, mais on sera toujours dépendant d'autres pays. Ça, faut pas se leurrer sur ça. Il faut quand même avoir une production énergétique qui soit suffisante pour justement mener les actions qui nous permettent aussi... Exactement, pour faire la transformation du produit brut, par exemple, que l'autre pays va devoir va nous vendre. On va devoir faire cette transformation-là, ça nécessite de l'énergie, et après on leur revend par exemple. Mais ça nécessite dans tous les cas de l'énergie. Ok, bon. Alors peut-être pour terminer sur cette partie-là, t'es relativement jeune, hein, t'es de 96 si je ne m'abuse. 96, ouais. Et j'ai pu constater que ça avance plutôt bien là, sur la promotion de l'ouvrage. Donc t'es passé chez Sud Radio, je t'ai vu chez TVL. Ouais. C'est quoi les plans pour la suite Les plans pour la suite. Là, je pense que je vais faire une petite pause au niveau des passages médias, parce que je pense que je suis déjà pas mal passé. Depuis septembre, j'en fais régulièrement, en fait. Bon, le livre est sorti en novembre, mais j'avais déjà commencé à faire une pré-promotion, en passant chez Le Média pour tous, d'abord. Puis après, j'ai fait aussi une intervention au Figaro. Enfin, il y a eu un débunkage Figaro, puis après, j'ai fait une intervention Figaro Live. Après, je suis passé sur TV Liberté, Sud Radio, Le Figaro aussi récemment. Donc, bon, j'ai pas mal... on voit que ça tombe toujours à peu près au milieu des mêmes cercles, mais je pense que je vais faire une pause pour me concentrer sur d'autres choses, que j'ai un métier aussi à côté. Après, si les opportunités arrivent, je les prendrai, hein, mais je vais être moins actif sur ça. Ouais, donc là, pour le moment, plus de projets d'écriture ou D'écriture, non, mais peut-être j'en ai en tête en tout cas, de vulgarisation de l'énergie sur des formats courts. Quand je dis formats courts, c'est les formats 1 minute, parce que les formats longs existent déjà aujourd'hui sur YouTube, et des gens qui sont très compétents qui le font, donc je vais pas aller sur ce créneau-là. Je pense qu'il n'y a pas forcément de plus-value. Je vais pas réinventer ce qu'ils disent, mais sur des formats courts type TikTok, Instagram, pour toucher peut-être un public plus jeune et les informer de la situation, ça peut à mon avis être intéressant. Donc, je vais peut-être me lancer là-dedans. Un peu de l'éducation populaire finalement. Oui, complètement, c'est ça. Mais il y a une partie de moi qui est animée par ça aussi, hein, pour faire de l'éducation populaire, et j'ai une profonde confiance en l'intelligence collective à partir du moment où elle est correctement informée. Oui, puis en plus ça fait le lien avec ce que tu dis tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est au peuple de prendre les bonnes décisions, et autant qu'il soit bien informé. Du coup, pour moi, ça nécessite d'être bien informé si on prend les décisions qui vont dans le sens du bien commun. C'est justement, d'ailleurs, c'est ce qui me fait un peu peur avec les référendums, personnellement, c'est qu'on a le biais de légitimité qui est quasi nul, enfin qui est nul en fait, parce que c'est tout le peuple qui peut s'exprimer, mais le biais de la qualité de l'information derrière, lui, il est extrêmement grand, parce que on est dépendant de ce que nous disent les médias, de quels médias on écoute, de si on s'intéresse au sujet, etc. Donc, pour moi, le format référendum, j'ai un peu plus de réticence, en tout cas sur ces grandes décisions-là.
pour moi, le format qui a eu lieu sur la Convention citoyenne pour le climat, par exemple, à revisiter. Mais vous voyez l'idée, donc des personnes tirées au sort qui sont correctement informées pendant 2-3 semaines, un mois, par des interventions régulières il faut maîtriser. Mais ce format-là, pour moi, est le meilleur compromis pour diminuer le biais de légitimité et le biais de qualité de l'information. Ça, c'est des réflexions personnelles, ça, par contre, ça n'a rien à... Et c'est des opinions, d'ailleurs. Ça n'a rien à voir avec le livre. Non, mais bon, ça peut intéresser quand même nos auditeurs, donc à voir. Bien, bon, on va peut-être aborder justement plus en détail l'ouvrage. Donc, bon, on a déjà un peu parlé, voilà, du lien entre la souveraineté et la souveraineté énergétique. Alors, il y a un sujet peut-être d'actualité, parce que tu disais tout à l'heure, tu parlais de l'indépendance énergétique. Ouais. Et il y a eu récemment l'affaire du marché européen de l'énergie. Ouais. Tu peux peut-être nous en parler, ou c'est un peu... Alors, je l'aborde pas dans le livre, en fait, parce que dans le livre, je me concentre que sur les contraintes physiques intrinsèques aux sources énergétiques. Donc, je ne cible pas ce qui est lié à des décisions anthropiques, aussi débiles soient-elles. Décisions anthropiques, c'est-à-dire anthropiques, mais liées humaines, enfin purement en lien avec des décisions humaines qui peuvent être supprimées du jour au lendemain sans qu'il y ait aucun problème. Les contraintes physiques, on peut pas les supprimer du jour au lendemain, en fait. Il faut accepter qu'elles soient là et avant, on peut pas faire autrement. Décider de faire un marché européen de l'électricité comme il est construit aujourd'hui, ça a été une construction anthropique, purement humaine, qui peut être dégagée du jour au lendemain. La preuve en est, parce qu'avant on l'avait pas, ce marché-là. Donc c'est que ça marchait aussi bien avant. Enfin, c'est la gestion qu'on a derrière de l'électricité qui est possible d'être dégagée. Donc j'en parle pas dans ce livre-là. Ça conditionne pas en fait le déploiement de ton... Non, ça conditionne pas du tout. C'est est-ce qu'on accepte d'être suffisamment débile pour nous tirer des balles dans le pied ou pas, hein, c'est juste ça. Et ce qu'on fait avec le marché européen de l'électricité, je suis provocateur en disant ça, mais grosso modo, c'est quand même un peu le cas. On surévalue le prix de l'électricité par rapport à ce qui devrait être si on se basait sur des caractéristiques purement physiques, hein, donc le coût de production. On accepte de le surévaluer parce que on applique la théorie marginaliste qui va nous passer quelques fois, voire beaucoup de fois, sur du marginal gaz, donc le prix du gaz qui fixe le prix de l'électricité dans son ensemble, et entre le marché spot, donc c'est le marché qu'on a sur du court terme, et le marché qu'on appelle à terme, donc c'est là où les fournisseurs vont négocier des contrats. Il y a une espèce de delta qui se crée, ou une espèce de prime de risque, en fait, qu'on appelle. D'accord. Si jamais il y a des risques sur le réseau, on va avoir un delta important entre le prix spot et le prix à terme. C'est ce qu'on a observé cet été d'ailleurs, enfin l'été dernier, qui nous a fait monter à 1 000 € le prix à terme, alors que le prix spot était 400 € le mégawattheure plus bas. Et en fait, on accepte de rémunérer un risque qui est possible, mais qui n'existe pas. Donc ça, c'est encore les gros artifices du marché qui sont fantastiques. Il y a une part de spéculation, mais il y a aussi... Donc, bon, alors, voilà, c'est savoir ce qu'on accepte de rémunérer ou pas. Est-ce qu'on accepte de rémunérer la vraie production d'électricité derrière, et l'acheminement, il ne faut pas l'oublier, l'acheminement, ou est-ce qu'on accepte aussi de rémunérer tout le mécanisme financier qu'on a construit derrière. Et bon, ça... c'est des modalités d'organisation, finalement. C'est des modalités d'organisation qui sont purement décisionnelles. Et là, pour le coup, on a une totale liberté de choix dessus. Par contre... si on veut en sortir, Si on veut en sortir, on peut en sortir. Par contre, demain, si on n'aura pas les mêmes avantages à aller exploiter du pétrole que de l'éolien. Voilà. Ça, c'est les contraintes physiques qui nous le disent. Donc oui, ces contraintes physiques-là doivent conditionner nos choix en termes de stratégie énergétique. Exactement. Ok. Alors justement, je voulais aborder un autre point. Par rapport toujours à l'international, il y a cette croyance, cette opinion plutôt on va dire, qui est assez répandue, que pour faire face à un problème global, il faut prendre ce problème-là au niveau global. Et c'est-à-dire que, par exemple, pour le changement climatique, il faut que l'on s'organise à l'échelle de la planète pour justement faire face à ce changement climatique ou à des questions relatives à la transition énergétique. En l'occurrence, c'est plus ton secteur. Moi, ce que je trouve intéressant dans le livre, justement, c'est qu'on parle vraiment de souveraineté énergétique, on parle du pays, on parle de la France. Ça, c'est vraiment le parti pris dès le début. Et c'est également le cas pour le plan de transformation de l'économie française du Shift Project. Pourquoi choisir cette échelle-là ? Parce qu'il n'y a pas de gouvernement mondial.
Simplement, il n'y a pas de... La souveraineté, c'est quoi? C'est détenir un pouvoir décisionnel sur une zone géographique donnée, et donc sur les entités morales et physiques, donc les personnes, les entreprises, les sociétés, etc., qui sont sur cette zone géographique-là. Aujourd'hui, on n'a pas de gouvernement mondial qui permet d'imposer quoi que ce soit à tous les pays du monde, donc il faut bien commencer. Là, on a les degrés de liberté, les marges de manœuvre suffisantes pour pouvoir, en quelque sorte, montrer l'exemple. Après, c'est un peu à Paris, je suis d'accord, il faut parier que les autres pays se disent « Ah bah, les Français sont... C'est vrai que les décisions prises par la France sont bonnes, on va essayer de les copier. On a été suffisamment débiles pour copier les décisions des Américains pendant 40 ans, on est bien capable de copier des bonnes décisions parfois. » Mais c'est juste que avoir le fantasme de se dire on va appliquer ça à l'échelle du monde sans jamais passer à la réalisation concrète parce qu'on n'en a pas les moyens en termes de souveraineté, tout simplement, on en revient au même sujet, parce qu'on n'a pas le pouvoir décisionnel qu'il y a derrière, ça ne sert à rien. À part accoucher sur du papier des choses qui ne pourront jamais être mises en place, ça ne sert à rien, et dans une course contre la montre, c'est quand même essentiel. Donc COP21, tout ça... COP21, et ça, plusieurs le disent, comme Djokovic, c'est très bien pour accoucher de décisions qui avaient déjà été prises avant. Enfin, ça permet d'entériner des choses où les pays étaient déjà d'accord entre eux pour le faire. Sachant qu'il n'y a pas le bâton derrière pour forcer les pays à faire quoi que ce soit, les pays ne feront que ce qu'ils sont d'accord de faire en interne. Et les Chinois vont peut-être plus agir demain, parce que déjà, ils ont pas forcément d'hydrocarbures sur leur pays. Leurs histoires de smog à répétition, ça commence à emmerder pas mal les habitants, ça leur fait quand même un peu un souci. Et ils ont une vision sur le très long terme, donc ils ont envie d'avoir leur souveraineté énergétique, typiquement. Et donc, d'ailleurs, j'ai parlé du coup de la définition de la souveraineté, détenir un pouvoir décisionnel sur une zone géographique donnée, mais une fois qu'on a le pouvoir de décision, on applique on dicte des décisions, mais ça ne veut pas dire qu'elles sont appliquées dans la réalité. À un moment, il faut passer de l'écrit ou de l'oral à la réalité concrète. C'est d'ailleurs ce que les politiques ont du mal à appréhender aujourd'hui. Qu'est-ce que tu entends par là? Ça veut dire qu'on décide une loi et c'est pas mis en place. Si demain, on décide de, je sais pas, aller au hasard, refaire un parc nucléaire français, pour aller sur la décision, sur la concrétisation, donc c'est la réalisation des activités qui permettent de réaliser cette décision-là, ça nécessite de l'énergie. Si on n'a pas l'énergie pour appliquer ces décisions, pour réaliser des activités qui permettent d'appliquer ces décisions, on l'a dans le baba. Donc, d'où la souveraineté énergétique. C'est-à-dire, on aura beau pouvoir décider tout ce qu'on veut, autant qu'on veut, quand on veut, si on n'a pas l'énergie à disposition pour pouvoir appliquer ces décisions, ça sert à rien de les décider. Ouais, donc l'idée, c'est aussi, avec la souveraineté énergétique, d'avoir la liberté de manœuvre qui nous permet de mettre en œuvre notre liberté. Justement. C'est pouvoir se garantir de pouvoir réaliser les décisions qu'on prend souverainement sur le pays. Ok. Voilà. Et si on n'a pas cette souveraineté énergétique-là, on est souverain, mais on n'est pas capable de réaliser ce qu'on veut faire. Donc, la liberté, pourquoi faire, quoi. Exactement. D'accord, bon. Alors, pour rentrer un peu plus dans les détails, on va peut-être pas déployer tout le plan, parce que ça, je laisse... faut que les gens lisent aussi. Exactement, je laisse le soin et le plaisir à nos auditeurs d'aller y jeter un coup d'œil. Il faudrait des heures, de toute façon, pour tout développer, mais... j'ai cru pour tout lire. Oui, enfin, c'est vrai aussi, un petit peu. Mais c'est... encore une fois, c'est très intéressant, parce que même si vous n'avez pas de base sur les questions d'énergie, etc., ou de physique, chimie, il y a tout qui est détaillé. Il faut, c'est vrai, faire preuve d'un minimum d'effort, mais bon... moi je me plais à dire que c'est pas un livre qu'on va lire pour se détendre à la plage cet été. C'est plus un livre type livre de philosophie. Enfin, je veux pas être prétentieux et me mettre au niveau des grands philosophes, mais ça nécessite plus ce niveau de concentration là quand on le lit, plutôt qu'un roman, même Harry Potter, qui est très bon roman, c'est du divertissement. Là, c'est vraiment presque un manuel, en fait. Donc, Oui, puis en plus, alors, l'intérêt qu'il y a, je trouve, d'avoir un format écrit par rapport à l'audio, c'est, encore une fois, dans mon cas, si jamais on n'a pas compris un élément... On peut y revenir. Hop, on y revient, on voit à quoi ça correspond, et on a tout de suite... en plus, il y a toujours une mise en contexte avec les échelles. Par exemple, au début, tu nous dis, un humain, ça déploie tant d'énergie, un âne, tant d'énergie, et puis on avance comme ça jusqu'à la fission nucléaire, quoi. Donc, ça permet de voir, effectivement... c'est l'introduction de l'ouvrage, t'en parles, combien d'esclaves il faudrait... Oui, cette notion d'esclave énergétique, ça vient pas de moi. Au début, c'était un Américain, je sais plus son nom, je le cite
dedans, mais j'ai oublié son nom, désolé, qui a utilisé cette analogie-là. Après, Jean-Marc Jancovici l'a utilisé à son compte, mais moi je la réutilise moi-même, mais pas avec les mêmes hypothèses. Ouais. Jean-Marc Jancovici lui pense que c'est vraiment un esclave à part entière, donc il différencie l'énergie des bras, l'énergie des jambes, etc. Moi, je présuppose que on s'autorise quand même à garder le progrès technologique qu'on a acquis jusque-là. Donc ces esclaves-là, on va les faire pédaler sur un vélo, et sur ce vélo, ils vont pouvoir soit produire de l'électricité, soit mettre en mouvement des charges, soit voilà, on va quand même garder la notion d'électricité, de vecteur énergétique derrière. Ce qui fait qu'on arrive à exploiter l'énergie que de nos jambes, qui sont les muscles les plus puissants, et donc ça réduit légèrement les chiffres que Jean-Marc Jancovici peut dire. Et moi, j'arrive sur en France, on est en moyenne sur du 111. Enfin, j'ai refait le calcul en prenant en compte les flux traversant les flux, donc la balance commerciale de la France, hein, on est à peu près à 111 esclaves énergétiques en 2021 par Français. D'accord, donc voilà. ça fait du monde. Ça fait une centaine de personnes voilà, qui bossent pour nous tous les jours, 10 heures par jour, 260 jours par an. Où est-ce qu'on les laisse se reposer quand même un peu Oui, ça c'est... On est humain. Si on veut, puis le développement durable, c'est important. Oui. Non, mais voilà, c'est... Alors, sur d'autres questions, parce que, encore une fois, ce qui est intéressant, c'est, bon, toi, j'imagine, peut-être un tropisme sur le nucléaire, t'es plus intéressé par ça, mais... Je me targue d'avoir les connaissances pour pouvoir en parler, contrairement à beaucoup de personnes. Et donc, ça, pour certains, ça fera de moi un méchant lobbyiste nucléaire. C'est juste quelqu'un qui, à mon avis, sait à peu près, en tout cas, de quoi il parle. Ça paye bien, lobbyiste dans le nucléaire ? Non, enfin, je ne sais pas. Je suis pas lobbyiste. Mais oui, donc en fait, tu passes en revue les différentes modalités de transformation, de production d'énergie, tout simplement, avec notamment l'éolien. Donc c'est intéressant parce que je sais que il y a souvent des débats sur le fait de mettre en place des champs d'éoliennes, sur l'hydraulique, etc., avec les risques qui sont associés. Donc c'est vraiment passionnant. On voit d'ailleurs qu'il y a par exemple le nucléaire, typiquement, on s'arrache les cheveux sur les risques probables, voire même les risques, les accidents qui ont eu lieu. Quand on constate, en tout cas à travers le livre, je te fais confiance. Le livre, ça aussi, c'est quelque chose où je me suis vraiment attaché à le faire. Il est entièrement sourcé, c'est pas pour rien qu'il y a 10 pages de bibliographie à la fin. Il est entièrement sourcé. C'est vrai qu'il y a une grosse base de données, il y a énormément de graphiques, d'informations factuelles, de chiffres qui concatènent plein d'articles scientifiques différents. Et j'ai quand même, j'ai un minimum de respect pour moi et aussi pour les gens. J'ai pas envie de leur dire des bêtises, et donc j'ai quand même à cœur de pouvoir leur fournir des chiffres qui sont représentatifs de la réalité. Qu'est-ce que tu en as... Oui, pardon, vas-y. Du coup, pour rebondir sur ce que tu disais, on s'aperçoit que le nucléaire, rapporté à la quantité d'énergie que ça a pu produire depuis qu'on l'exploite, les quelques accidents qu'il y a eu, et les quelques morts qu'il y a eu, même en surestimant le nombre de morts, parce que, je le précise dans le livre, on utilise des lois aujourd'hui qui lient la dangerosité de la radiation sur l'impact humain. On utilise des lois qui sont très pénalisantes, donc en général, on surestime le nombre de morts. Enfin, il y a des trucs scientifiques derrière, mais même en surestimant ça, on s'aperçoit que c'est l'énergie qui est la plus sûre au niveau sanitaire et au niveau impact environnemental. Voilà. Donc, ça, c'est des chiffres, c'est des faits, c'est des observations. Mais moi-même, j'avoue, j'étais assez surpris quand tu nous donnes, je crois, pour Tchernobyl, je sais plus combien, mais c'est très peu en fait. Alors, en mort, faut faire la distinction entre les morts directes et les morts, les morts du coup déterministes et stochastiques. Mais en mort directe, oui, c'est une quarantaine. Eux, par contre, on sait les compter, parce que c'est pas très compliqué. Les plus compliqués à compter, c'est les morts probabilistes, donc à cause des doses, perçues. Donc là, en fait, il y a plein de facteurs qui rentrent en même temps. Il y a aussi l'écroulement du système de santé soviétique qui a joué là-dedans. Donc ça va de 1000 à 5000. Mais ça veut pas dire que les gens sont morts en plus, forcément, parce que c'est compté en réduction d'années de vie, donc ça veut pas dire que forcément les gens sont morts. C'est-à-dire ils ont peut-être eu plus de risques de mourir, mais c'est un cancer de la thyroïde, ça peut se soigner aussi. Enfin, il y a tous ces éléments-là qui font que finalement c'est pas si dramatique que ça quand on voit par exemple que les barrages, c'est pas pour taper sur les barrages, parce que la conclusion de mon livre, c'est quand même que c'est la source d'énergie qu'il faut utiliser en priorité, qui est la plus respectueuse de la souveraineté énergétique d'un pays, c'est les barrages hydroélectriques. Mais rien qu'en France, le barrage de Malpasset, qui est un
barrage de retenue, hein, ça produisait pas d'électricité, mais ça a quand même fait 700 morts, je crois. Bon, oui, c'est quelque chose comme ça. En Chine, il y a eu une succession de ruptures de barrages à cause d'un typhon qui a fait, alors entre les chiffres officiels et les vrais, c'est entre 20 000 et 100 000 morts. C'est autre chose que Tchernobyl. C'est vrai que c'est... Ouais, quand on voit un barrage comme ça, on se dit pas... C'est inoffensif, ça n'a pas de problème, mais quand ça tombe, ça tombe, ça fait mal. Qu'est-ce que t'en as pensé d'ailleurs de la série de Tchernobyl? Tu l'as regardé? Oui, j'ai regardé la série de Tchernobyl et j'étais honnêtement très agréablement surpris. Alors après, sur l'aspect politique, moi je peux pas me prononcer, hein. Je sais qu'il y a eu des personnes qui ont dit ça décrit mal le système politique, etc. En tout cas, sur l'aspect physique, c'est extrêmement fidèle à la réalité. Ouais. Et ça, j'ai été vraiment très satisfait. Je vous conseille de la regarder, surtout le dernier épisode où il explique très bien le système des contre-réactions positives, contre-réactions négatives. Et la conclusion qu'il donne, et c'est la conclusion qui est admise au niveau international, c'est qu'ils sont tout faits pour faire péter le machin. Vraiment, ils ont respecté aucune règle de sûreté, et en plus il y avait un défaut de conception qui n'a pas arrangé les choses. Ça a été un facteur aggravant, ça n'a pas été la cause, mais ils ont vraiment tout fait pour faire exploser ce réacteur. Quinté dans l'autre. Ils pouvaient jouer au loto, hein, franchement. Un truc qu'on pensait d'ailleurs physiquement pas possible dans les situations, parce qu'il y avait une méconnaissance de certains effets physiques, hein, l'effet xénon, là, pour le citer. Il y avait une mauvaise formation, il y avait une pression hiérarchique et il y avait un défaut de conception. Donc tout s'accumulé a entraîné ce type d'accident. Mais pour rassurer les gens, encore une fois, Tchernobyl, c'est une technologie de réacteur qui s'appelle les RBMK, c'était les réacteurs les moins coûteux du monde, et on sait pourquoi, parce qu'il n'y avait pas l'enceinte de confinement, il y avait du graphite à l'intérieur, enfin ils avaient pris le moins cher, hein. C'était pas forcément le plus sûr, mais c'est moins cher. C'est vrai que dans la scène, là, quand on voit les pompiers ramasser le graphite, c'est du carbone, ça, c'est du charbon typiquement. Donc ça en France... Ça, il n'y a pas de graphite dans le réacteur en France, il y a une enceinte de confinement, il y a, là, dans celui-là, je crois qu'il y avait que 2 circuits de refroidissement, enfin que 2 circuits, c'est-à-dire il y a un circuit principal qui produisait de la vapeur, et puis un circuit secondaire qui refroidissait cette vapeur qui passait dans la turbine, etc. Nous en France on en a 3. On a le circuit principal qui est que liquide, qui échange sa chaleur dans un circuit secondaire qui lui va se transformer en vapeur pour passer dans la turbine, et un circuit tertiaire qui est encore plus éloigné, hein, qui lui va juste refroidir l'eau du secondaire pour qu'elle repasse à l'état liquide. Et généralement, c'est ce circuit tertiaire-là qu'on appelle le refroidissement du réacteur, qui fait un scandale absolu tous les étés. C'est on n'arrive plus à refroidir le réacteur et patati patata. Alors ça, c'est faux, hein, je tiens à préciser. Que l'eau soit à 10 degrés ou à 40 degrés, le réacteur se refroidira très bien. Hein, c'est juste une petite perte de rendement, c'est juste ça, c'est tout le thermohydraulique de base, mais bon, visiblement M. Mélenchon n'a pas appris ça à l'école. Mais il n'y a aucun problème. Ce qui compte, c'est le débit d'eau en entrée. Et quand on a des aéroréfrigérants, les grandes tours, il n'y en a pas forcément sur tous les réacteurs nucléaires, hein, c'est pas une obligation. D'ailleurs, il y a aussi des aéroréfrigérants pour les centrales à charbon, parce que c'est le même mécanisme qu'il y a derrière, c'est juste pour refroidir. Et comme c'est une chaudière aussi, centrale à charbon, c'est pareil, c'est juste que la chaleur, elle est faite par combustion du charbon et pas par fission de l'uranium. Il y a aussi des aéroréfrigérants. Mais quand c'est en bord de mer, bon, pas de problème de débit d'eau, hein, on va pas manquer d'eau en bord de mer. Quand on est en bord de fleuve, si on a un aéroréfrigérant, il faut juste se garantir de compenser la perte par évaporation de l'eau. Donc avoir 5 mètres cubes par seconde d'eau, et ça c'est un gros ruisseau. Pour vous dire, aux États-Unis, la plus grosse centrale, du coup, quand je dis centrale, ça comprend plusieurs réacteurs, je crois qu'il y en a 4 d'ailleurs, si je dis pas de bêtises, de Pablo Verde aux États-Unis, à côté de Phoenix, elle est refroidie, en plein milieu du désert, il n'y a pas un cours d'eau, il n'y a rien, elle est refroidie par les eaux usées de Phoenix. D'accord. Ah, donc pour vous dire, si on voulait refroidir les réacteurs nucléaires, on pourrait sans trop de problèmes. Hein. Ouais, donc c'est pas... Oui, en fait, avec le changement climatique, il ne va pas y avoir de contraintes sur les centrales, a priori. Non, il faut juste réfléchir à ces prochains emplacements. C'est mieux de les mettre en bord de mer, parce que du coup, il n'y a pas de problème de quantité d'eau. On peut les mettre au bord du Rhône. Je ne suis pas sûr que le Rhône, ça séchera, même avec le réchauffement climatique. Il y aura forcément un niveau qui va varier. Mais ça, on est capable de s'adapter, surtout si on met des aéroréfrigérants. Puis, disons que quand il y aura plus d'eau dans le Rhône, on aura peut-être d'autres problèmes. Oui, je pense, d'ailleurs, ouais. Et puis ça n'empêche pas de pouvoir, si jamais à un moment il n'y a plus d'eau, on arrête le réacteur et puis problème réglé. Et alors justement, pour aller continuer sur le nucléaire, parce que je crois que c'est vraiment le point... moi, le plus incroyable que j'ai... Je ne parle pas que de ça dans le livre, hein, je rassure. Non, je sais. C'est un élément parmi d'autres. On en parlera après, mais... parce que bon, c'est tellement intéressant et du coup, je suis dans le prolongement, mais à un moment, tu nous parles des surgénérateurs de génération 4. Oui.
Enfin, moi, j'étais... Enfin, désolé, sur le cul. Ah bah oui. Parce que c'est quand même incroyable. Tu peux nous en parler parce que, enfin, je pense que ceux qui ont écouté mon intervention chez Vincent Lapierre en septembre, eux aussi ont été sur le cul. Mais pourtant, j'invente rien. L'Académie des sciences le dit depuis. Alors j'ai vu des papiers qui datent de 2005 sur ça. Le CEA le sait depuis qu'il existe carrément, quasiment. Parce que c'est juste de la physique de base en fait. Mais en gros, ce qu'on appelle surgénérateurs de 4e génération, ce sont des réacteurs qui, contrairement aux réacteurs actuels, permettraient de mieux utiliser la matière. Nous, les réacteurs actuels, on utilise très mal l'uranium à disposition. Donc, ce qui fait que, heureusement que l'uranium est très concentré en énergie. Enfin, l'énergie de fission, elle est très très concentrée. Donc, il y en a énormément, mais on utilise très mal la matière. Ce qui fait qu'il y en a beaucoup, grosse quantité, qu'on met de côté et qu'on n'utilise pas. Cet uranium mis de côté qu'on n'utilise pas, qui est mis dans des entrepôts en France actuellement, on pourrait l'exploiter pour en faire ce qu'on appelle de la transmutation, donc le transformer en plutonium, qui lui a des caractéristiques qui nous intéressent, comme l'uranium 235 pour sortir les gros mots. Et le transformer en plutonium, ça nous permettrait de le remettre dans des réacteurs. Je vous rassure, le plutonium qui est créé n'est pas de qualité militaire, donc ne peut pas faire de bombes, il n'est pas suffisamment pur. Donc, non, mais c'est pour ceux qui s'en inquiètent. Parce que justement, les réacteurs de 4e génération, dans leur checklist, pour être classés 4e génération, ils ont une résistance à la prolifération. Donc on peut pas faire de bombes en ayant des réacteurs de 4e génération. C'est des critères, des exigences qu'il y avait eu pour classer un réacteur, une technologie de réacteur en 4e génération. Parce qu'il y a plusieurs technologies. En France, celle qu'on a historiquement exploitée, c'est les réacteurs neutrons rapides au sodium. Et là, on est le plus en avance aussi, mais ça c'est plus sur des réacteurs papier, donc ils n'ont pas été construits encore, c'est des réacteurs à sel fondu, à neutrons rapides notamment. Et le fait d'utiliser ce qu'on appelle les neutrons rapides et pas des neutrons thermiques, je vais pas rentrer dans les détails, mais faites-moi confiance, ça nous permet d'utiliser en théorie, de mieux exploiter la matière et de pouvoir exploiter la capacité énergétique de l'uranium quasiment intégrale, en le transformant en plutonium. D'accord. Ce qui fait que les réserves d'uranium appauvri, donc c'est ça, les restes qu'on a dans les entrepôts, les 300 000 tonnes d'uranium appauvri qu'on a dans les entrepôts, pourraient en France satisfaire notre consommation d'énergie primaire à hauteur de ce qu'elle a été en 2021. Toute énergie confondue, donc le charbon, le pétrole, le gaz, l'uranium, le vent, l'hydraulique, etc. Tout. Ça nous permettrait de satisfaire cette demande-là en France pendant 2000 ans. Voilà. Ouais, moi j'étais vraiment, c'était impressionnant. Enfin, donc il y a encore de la quantité, oui, il y a de quoi faire sur cette terre, parce que dans le monde entier, si cette fois on prend pas juste de l'uranium appauvri dans les entrepôts, mais qu'on regarde l'uranium qui reste sous terre et qui est relativement disponible, et ça ferait pas augmenter le prix de l'électricité vraiment beaucoup, parce que les prix de l'électricité c'est 17% du coût de production, je crois. Parce que justement, là, si on revient sur la souveraineté énergétique, c'est l'arme absolue, quoi. Là, avec cette technologie-là, on sait qu'on a des réserves pour une ah oui, en France, oui. C'est-à-dire, on pourrait avoir alimenté grosso modo la consommation qu'on a actuellement en énergie, tout confondu, depuis Jules César jusqu'à aujourd'hui, quoi. C'est quand on remet un peu quand on remet un peu dans le contexte, c'est vraiment incroyable. Exactement. Incroyable. Non, mais c'est gigantesque. Et comme je le disais, à l'échelle du monde, juste en considérant l'uranium qu'on a sous nos pieds, qu'on sait à peu près qu'on a sous nos pieds, c'est 1600 ans. Sans aller chercher l'uranium marin, parce qu'il y a aussi de l'uranium dans les océans qui est extractible, et sans aller chercher le thorium, on estime qu'il y a 2 à 3 fois plus de réserves dans le monde que d'uranium. Donc ça fait un paquet d'énergie encore. Ah oui, j'aimerais aussi débunker cette espèce de truc miracle sur le thorium. Il y en a beaucoup qui disent oui, le thorium c'est l'énergie d'avenir, etc. Le thorium 232 a les mêmes caractéristiques physiques à peu près. Il fait peut-être un peu moins de déchets, mais que l'uranium 238. Ouais, c'est-à-dire qu'on va le faire transmuter, il va passer en uranium 233, l'uranium 238 lui il passe en plutonium 239, et c'est la même logique qu'il y a derrière. Exactement le même principe. Il va peut-être faire un petit peu moins de déchets, mais c'est pas pour ça qu'on l'utiliserait. C'est parce que... Peut-être pour revenir... pour les personnes qui nous écoutent et pour moi également, sur les processus de fission. Oui. Moi, de ce que je comprends, en fait, on a ce matériel qui est dans une forme instable, c'est ça ?
Alors non, pas forcément. L'uranium-238 est quand même relativement stable. Ben, lui, il fissionne qu'après 2 coups. L'uranium-235, il a une demi-vie de... Il faut que je le révise. J'ai le chiffre ici. Faut pas vous dire de bêtises, parce que j'ai pas envie de dire de bêtises au niveau des chiffres. La demi-vie de... En fait, elle est ce que je veux dire, c'est qu'elle est suffisamment longue. Voilà, c'est 700 millions d'années. Elle est suffisamment longue pour que le mélange uranium-238, uranium-235, qui fait l'uranium naturel, on peut manger dessus sans aucun problème. Il n'y a pas de dangerosité sur ça. C'est juste un métal. Point. D'accord. Par contre, ce qui devient problématique, c'est que une fois que la fission est effectuée, donc en fait, le principe de la fission, c'est qu'on a un noyau qui est très très gros, ça fait partie des noyaux les plus gros de l'univers, hein, qui existent, enfin qui sont stables en fait, qui arrivent à exister, et on va lui faire capturer un neutron qui passe par là, une petite particule qui passe par là, et le fait de capturer ça va le mettre dans un état tellement instable qu'il va devoir casser en deux. Il va devoir se casser en deux, pas toujours, mais la plupart du temps il se casse en deux. C'est des questions de probabilité derrière. Hein. Et du coup, ce qu'on va voir apparaître derrière, c'est 2 produits de fission, ce qu'on appelle produits de fission. Donc c'est 2 noyaux plus petits, mais pas forcément stables. Et pour se stabiliser, ils vont émettre des particules, ils vont émettre des rayons, etc. Et c'est ça la radioactivité. Voilà, c'est les produits de fission qui sont dérangeants. D'accord. Voilà. Ouais. C'est ça qui produit les déchets, en fait. C'est ça qui fait les déchets, exactement. Voilà. Donc l'idée, ça serait avec ces surgénérateurs de 4e génération de valoriser ces déchets-là. Alors non, c'est de valoriser un autre type de déchet, même si dans la réglementation française il n'est pas considéré comme déchet mais matière valorisable, c'est le plutonium-239. Parce que là on a pris l'exemple de l'uranium-235 qui fissionne, l'uranium-238 qui est aussi un combustible, qui est aussi présent dans le réacteur quand on fait, lui, il va pas fissionner s'il capture un neutron. Il va se transformer en plutonium-239. Donc il va rester aussi gros. Voilà. Donc on va produire du plutonium-239 sans pour autant qu'il fissionne, parce que le plutonium-239 il va fissionner s'il recapture un neutron, mais du coup la probabilité étant plus faible, on va en produire. On réenrichit la matière finalement pratiquement. Exactement. Mais en fait on la rend de nouveau fissile. On fait deux distinctions. On a une distinction entre noyau fissile uranium-235 qui lui va fissionner directement et qui nous intéresse dans les réacteurs nucléaires, et noyau dit fertile uranium-238 qui lui a besoin de 2 captures neutroniques pour fissionner. Paf, une plutonium-239, il passe en fissile, tac, et après une autre et il fissionne. Donc en fait, le surgénérateur permettrait de produire, de transformer, de créer plus de matière fissile qu'il n'en consomme. D'accord, ok, ouais, très bien, je vois le... Oui, c'est en fait, on peut aller très très loin comme ça. Mais cette matière fissile qui est produite, entre guillemets, j'aime pas trop ce concept-là, parce qu'elle n'est pas produite, elle vient pas de nulle part, elle vient de l'uranium-238 qu'on n'exploite pas aujourd'hui, surtout. Donc au bout d'un moment, on utilise tout cet uranium qui n'a pas été finalement valorisé jusqu'au bout. Exactement. À la fin, il n'y a plus d'énergie dedans. Il n'y a plus de radioactivité finalement au bout d'un moment. Les produits de fission ont de la radioactivité. Les produits de fission, eux, ils sont radioactifs parce qu'ils vont avoir envie de se restabiliser dans un niveau qui est stable, hein, typiquement. Et pour se stabiliser, ils vont émettre des particules. Et ça prend plus ou moins de temps, en fait, au fur et à mesure ça dépend de la taille, en fait, du noyau et de l'instabilité. Ça prend plus ou moins de temps. Et c'est ça qui nous pose, entre guillemets, problème. Mais une fois qu'on sait les séparer, une fois qu'on sait les séparer les plus dangereux des moins dangereux, etc., on arrive à les mettre de côté. Et quand on regarde le volume de déchets, ou même le poids, la masse des déchets que l'on a sur toute l'énergie qui a été produite grâce au nucléaire par rapport à ce qu'on peut rejeter comme déchets classiques, chimiques, etc., qui sont quand même aussi dangereux pour la santé, hein, c'est pas comparable du tout. Je veux dire, le nucléaire aujourd'hui, c'est 5 grammes par Français par an de déchets dangereux, voilà, ceux qu'on doit mettre à Bure, là, sous terre. 5 grammes par Français par an. Les déchets classés comme dangereux en France, c'est 100 kilos par Français par an. Voilà. Déchets chimiques, inflammables, toxiques, etc. C'est autre chose quand même. Et ça, jusqu'à preuve du contraire, ça fait quand même plus de morts, plus de dégâts que les déchets nucléaires qui sont les plus surveillés.
on puisse savoir. Parce que déjà, la quantité est réduite, donc c'est plus facile de les surveiller. Mais du coup, ils sont concentrés que sur un type d'industrie, enfin plusieurs d'ailleurs, la production d'énergie et le médical. Donc c'est facile de gérer de là où ils viennent, etc. et puis de les traiter après. D'ailleurs, c'est assez marrant parce que t'en parles dans le livre. Les employés des centrales nucléaires, sont... Pas que d'ailleurs, les employés du nucléaire en général, donc ça comprend aussi ceux qui sont dans les mines. Hein. Ouais, donc ils ont une espérance de vie plus importante que le reste de la population. Oui, c'est un effet rebond du fait qu'on surveille davantage leur santé, donc en fait, dès qu'il y a un pépin, on le voit plus tôt, donc on les guérit plus tôt, donc ils vivent plus longtemps. Voilà. Bon, écoutez, si vous voulez vivre plus longtemps... Travailler dans le nucléaire. C'est ça. Non, c'est surtout fait des checks réguliers, voilà. Ouais. Même si le système de santé français n'est pas au beau fixe. Bon, c'est un autre sujet. C'est un autre sujet. Ça nous amènerait loin. Bon, chose promise, chose due, on va sortir du nucléaire, aller sur d'autres formes de production d'énergie. Alors moi, il y a une... Pareil, quand j'ai lu le livre, je me suis dit, tiens, c'est intéressant. On dit toujours la Terre, c'est un système fermé. Donc il y a tout qui est à l'intérieur, en gros, et on doit gérer tout ce qui est à l'intérieur. Mais quand même, il y a une forme d'énergie qui vient de l'extérieur de la Terre. Fermé, c'est pas isolé, hein. Attention. D'accord. Alors, si tu peux isolé, ce serait un système qui est vraiment imperméable à tout, même au flux d'énergie extérieur. Ouais. Fermé, les transferts de matière sont impossibles, à part quand il y a 2-3 astéroïdes qui se crachent sur Terre, mais bon, ça, c'est pas significatif, quoi. Mais on a quand même un flux énergétique qui arrive de l'extérieur, oui, c'est le rayonnement solaire. Ouais. Et avec ça, justement, est-ce que c'est pas... En fait, toute la vie, quand on y réfléchit, est basée sur le rayonnement solaire. Oui, c'est ça qui met en mouvement tous les cycles qu'on a. En plus, oui. Pourquoi ? Parce que c'est de l'énergie. Pour mettre en mouvement un cycle naturel, il faut quoi ? Il faut de l'énergie, on en revient toujours au même. Donc pour mettre en mouvement le cycle de l'eau, pour mettre en mouvement le cycle du carbone, le cycle du vivant d'ailleurs, etc., il faut de l'énergie. Et la seule source d'énergie, il y en a deux d'ailleurs, il y a l'énergie géothermique. Donc là, c'est vraiment la radioactivité qui chauffe, le centre de la Terre. Donc ça crée le mouvement des plaques tectoniques, etc. Donc ça crée un mouvement. Enfin, ça permet d'induire un mouvement. Et on a l'énergie solaire qui permet d'alimenter, de rendre dynamique tous ces cycles naturels. Charles, tu voulais faire une petite pause ou... Comme vous voulez. C'est ton émission. C'est nous qui parlons, pas lui. Maxime, qu'est-ce qu'on fait ? On continue, on est bien là. Ouais. Enfin, on peut faire une pause dans quelques minutes, mais on peut continuer là. Écoute, alors justement, on termine avec ce point et ensuite on fera quelques minutes de pause histoire que on puisse continuer dans les meilleures conditions. On se réhydrate. Voilà. Donc effectivement, par rapport à cette énergie solaire, pourquoi on base pas tout là-dessus finalement ? Qu'on fait pas comme les plantes et on met des panneaux solaires partout et puis... Parce que c'est une énergie diffuse. Elle est diffuse, en plus elle est intermittente. Jusqu'à preuve du contraire, la nuit, il n'y a pas beaucoup de soleil. Que sur la moitié de la Terre, on va dire. Ouais. Parce que les plantes, finalement, elles stockent l'énergie... Parce que les plantes, elles l'utilisent, elles l'utilisent pas sous forme de flux, elles l'utilisent sous forme de stock, donc elles vont avoir leur énergie solaire, elles vont directement la transformer en autre chose qui est stockable, donc ça va être sous forme de carbone, sous forme de, je suis pas un biologiste, donc je connais pas en particulier, mais c'est le principe de la photosynthèse, typiquement. Alors que nous, l'énergie solaire, on va, à part si on fait du solaire thermique, donc là, on va stocker l'énergie solaire sous forme de chaleur, qui est le minimum d'inertie, donc on va pouvoir chauffer des ballons sur les toits, etc. Donc on peut considérer que c'est un peu du stock, parce que ça a une inertie quand même. L'énergie électrique, c'est une énergie de flux. Donc combiner des énergies de flux, qui peuvent pas se stocker, on peut l'utiliser qu'à un instant T. Sinon, il va falloir forcément passer par une autre transformation, une autre conversion d'une forme d'énergie en une autre, pour pouvoir la stocker. Mais toute conversion a un rendement, a une perte, et du coup est moins intéressante pour ce qui est finalement d'utiliser toute la chaîne de derrière. Et le fait que ce soit une énergie diffuse, ça nécessite aussi d'avoir beaucoup d'infrastructures pour pouvoir récupérer une faible quantité d'énergie. Donc en termes de consommation de matériaux, etc., c'est quand même non négligeable. Il faut aller les chercher, ces matériaux sous terre, ceux qui demandent de l'énergie, encore une fois. Donc le TRE, le fameux... Donc le fameux taux de retour énergétique qui revient derrière. Après, est-ce que c'est pour autant qu'il ne faut pas l'utiliser ? Non, loin de là, il faut quand même l'utiliser. On a des espaces qui peuvent utiliser, mais il ne faut pas l'utiliser de façon dogmatique à 100% en se disant il n'y a que ça. Non, parce qu'après on déstabilise le système électrique, par exemple, qui nécessite encore plus d'ajustements, encore plus de matériaux, et c'est un peu une fuite en avant, et c'est un cercle vicieux. Non, il faut pas faire que ça. Mais oui, il faut quand même l'utiliser. C'est pareil pour l'éolien, d'ailleurs. Il faut quand même l'utiliser là où il y en a. Il faut pas s'en priver. D'autant plus si on arrive à tout recycler. Ouais.
Bon, on va faire ces fameuses 5 minutes de pause. De votre côté, chers auditeurs, préparez vos questions. Donc, dans la deuxième partie de l'émission, j'ai encore quelques petits points à aborder. Et puis ensuite, on passera effectivement à vos questions. Si vous avez des questionnements sur les différentes explications ou si vous voulez aborder d'autres points, n'hésitez pas. Maxime Amblard est juste là. Donc, c'est le moment d'en profiter. Si vous souhaitez que nous fassions plus de contenu de meilleure qualité ou un contenu différent, eh bien, il va falloir nous y aider. Rejoignez-nous sur la chaîne Twitch. Je vous y attends, je vous en remercie. À bientôt. On est de retour avec Maxime Amblard. Alors avant de reprendre, on a eu quelques nouvelles là, pendant la pause. Donc plusieurs abonnements. Merci à vous. C'est grâce à vous qu'on peut faire tourner l'émission. Donc Caleb, Dugueleclin 34 qui est un abonné. Alors d'ailleurs, on en discutait pendant la pause. Effectivement, si vous avez l'occasion de vous renseigner sur l'histoire de Dugueleclin, c'est absolument passionnant, totalement épique. Il faut aller voir. Ogma 57 également, Silto. Et puis on me notifie que notre camarade de Notizy, donc c'est un streamer, a invité ses spectateurs sur sa chaîne. Donc merci à lui, ça permet de faire connaître l'émission et puis notre auteur. Très bien, merci encore à tous. On va enchaîner. Je voulais parler, alors on a parlé photovoltaïque, un petit peu d'éolien, nucléaire évidemment, et je voulais parler des prévisions de réserve de pétrole, parce qu'évidemment ça va conditionner pas mal de choses. Oui. Donc je reprends les éléments. Dans le livre tu nous parles de 2 modèles de prévision, donc C et NC et C plus NC. Donc ce sont deux modèles. Donc le deuxième modèle prévoit un effort accru d'extraction à court terme et se traduisant par une plus grande part de capitaux investis par les pétroliers dans les infrastructures. Donc l'idée c'est on investit toujours plus que ça. Et il semblerait malheureusement qu'on n'aille pas vers ce modèle-là et qu'on aille finalement vers une absence d'investissement. Et donc, de ce que je comprends, de ce que tu expliques dans le livre, c'est qu'on pourra avoir une contraction énergétique plus rapide. Et donc... Oui, c'est ça. Alors pour reprendre dans le détail, déjà pour citer les sources, parce que c'est pas moi qui ai fait le modèle, ça vient du gouvernement australien, je crois, en 2009. Donc il date pas d'hier, mais c'est une des seules sources que j'ai pu trouver sur le sujet qui fait un effort de modélisation qui est pas trop dégueulasse. Je m'exprime un peu vulgairement, désolé. Par contre, j'ai mis à jour l'évolution réelle de l'extraction de pétrole au fur et à mesure du temps par rapport à leurs prévisions à eux. Ça fit plutôt bien, mais du coup, ça fit sur le scénario. Donc C ou C plus NC, c'est conventionnel et non conventionnel. Donc conventionnel, c'est le pétrole qui s'extrait simplement, pardon. Non conventionnel, c'est le pétrole qui est beaucoup plus difficile, beaucoup plus visqueux, pétrole de roche-mère, etc. Donc ça, c'est comme ça qu'on fait la distinction. Et il semblerait qu'on aille vers, ça a été un peu prévisible, mais vers le scénario où on va déployer des efforts de plus en plus importants, technologiques, matériels, etc., pour aller extraire plus de pétrole. J'en viens à la notion de commodité qu'il y avait derrière, parce qu'on n'arrive pas à s'en passer, concrètement, c'est une drogue. Mais ce qui fait que quand on va atteindre le pic, la redescente, elle va être encore plus rapide, forcément, parce que quand on a une quantité donnée, on prend l'air sous la courbe, ça doit être la même, donc si on va plus haut, forcément, on va descendre plus rapidement. C'est des notions assez... C'est ce que tu appelles la falaise énergétique, non? Non, la falaise d'énergie nette, c'est pas la même chose, ça c'est vis-à-vis du taux de retour énergétique. Là, on parle juste de la quantité qu'on a sur le pied. Après... T'as raison de le citer, parce que il faut mettre ça en parallèle du taux de retour énergétique. C'est pas parce qu'on a une quantité, parce que quand on passe le pic, c'est qu'on a extrait la moitié, à peu près, C'est pas parce qu'il nous reste encore une moitié que l'autre moitié est forcément une moitié avec une aussi bonne qualité énergétique, donc forcément une énergie nette qui va être aussi bonne, aussi importante que celle qu'on a eue sur la première moitié. C'est ça aussi. Et l'analogie qui peut y avoir, c'est un pommier. On va prendre un pommier avec de très belles pommes en dessous. Donc les premières pommes qu'on va réussir à accueillir, elles sont des très belles pommes parce qu'elles sont au niveau de je sais pas comment sous l'arbre, là, sous le feuillage de l'arbre, là. Elles n'ont pas été attaquées par les oiseaux, etc. Donc elles sont belles, elles sont faciles à les récupérer, on a juste à tendre le bras.
Donc on n'a pas besoin de déployer beaucoup d'énergie pour aller récupérer une pomme qui est de très bonne qualité et qui va pouvoir nous en rapporter beaucoup. Mais une fois qu'on a enlevé, qu'on a commencé à piquer dans les premiers gisements, hein, donc on a dégarni le bas de l'arbre, on va devoir aller prendre une échelle, puis monter de plus en plus haut pour aller chercher des pommes qui sont de moins en moins bonne qualité parce qu'elles ont été bouffées par les oiseaux. C'est exactement ça pour les gisements. Mais ça s'applique aussi bien aux gisements pétroliers qu'aux gisements éoliens. C'est-à-dire les premières éoliennes qu'on va placer, on va placer ça sur des gisements où il y a beaucoup de vent, très intéressant, etc. Et puis on va aller taper dans les nouveaux gisements, moins il y aura de vent, ou moins en tout cas le facteur de charge, donc le temps où il y a du vent de très bonne qualité, etc. est important. Et c'est exactement la même logique, la même logique qu'il y a entre ce qu'on appelle des gisements. Enfin, à la fois gisements éoliens et à la fois gisements pétroliers. Et donc, ouais, pour développer peut-être sur la fameuse falaise d'énergie, là, donc on est sur le taux de retour énergétique. Bon, ça, c'est juste dû à la définition même du taux de retour énergétique. Au bout d'un moment, si le taux de retour énergétique devient vraiment faible, donc ça se place à partir de 1 pour 5, 1 pour 10, on va avoir une dégradation très très rapide, mais vraiment c'est une falaise, hein, concrètement, très rapide de l'énergie nette qu'on va vraiment pouvoir injecter dans le système économique et pas juste dans le système énergétique pour pouvoir le faire fonctionner. C'est-à-dire que quasiment, en fait, à la fin, ça veut dire quasiment toute l'énergie qu'on va extraire grâce au système énergétique est là pour alimenter le système énergétique lui-même. C'est ça que ça veut dire. Ouais, donc on aurait... et c'est vraiment pas une évolution linéaire, c'est vraiment, ça fait une évolution comme ça et puis d'un coup, bam, ça va s'effondrer en fait. C'est comme quelqu'un qui se noierait... il essaierait de récupérer de l'oxygène, mais à force de prendre de l'eau, il va de plus en plus... Il va couler, voilà, ouais. C'est un peu ça. Mais il y a les graphiques, c'est beaucoup plus parlant quand on voit les graphiques. Hein. Encore une fois, effectivement, alors ça c'est vrai qu'on peut en parler. Il y a beaucoup de textes, ça c'est évident, c'est normal. Mais alors, il y a des images. Il y a des images, effectivement. Et, en couleur. Et en couleur, effectivement. Et oui, c'est très intéressant parce qu'il y a beaucoup de phénomènes. Bon, quand ils sont décrits comme ça, on a du mal à se rendre compte. À les visualiser. Mais c'est vrai que quand quand ils sont quand ils sont bien représentés comme ça, on voit que, je pensais notamment à justement ce dont on parlait tout à l'heure, hein, la durée de vie par rapport aux différents types de production, donc sur le surgénérateur de quatrième génération. Quand on voit la durée de vie que ça représente, la durée d'exploitation par rapport tout simplement déjà au générateur de troisième génération, si je ne m'abuse, je crois que c'est 12 ans, hein, quelque chose comme ça. Oui, c'est 11-12 ans en France. Enfin, si on prend juste l'échelle de la France, c'est avec ce qu'on a sous nos pieds, hein, je précise bien, hein, parce qu'on a des réserves stratégiques aussi que j'ai pas pris en compte, mais on a des réserves stratégiques. C'est qu'on utilise vraiment mal la matière. Voilà, encore une fois, j'en reviens à ça. Mais c'est ça, et on se dit, c'est juste une simple utilisation d'une autre technologie, ça nous permettrait d'avoir... Du coup, rien que vis-à-vis du pétrole ou du gaz, il nous en reste pas tant que ça. Si on fait le même artifice de calcul, où on se dit, on va utiliser que du pétrole ou que du gaz pour satisfaire toute notre consommation d'énergie primaire au niveau du monde, hein. Donc tout ce qui est aujourd'hui charbon, pétrole, gaz, on remplace tout par du pétrole, par exemple, on tient que 50 ans. Avec du gaz, c'est pareil, à peu près c'est le même ordre de grandeur. Voilà. Quand le nucléaire, c'est 1600, le nucléaire de quatrième génération, c'est 1600 ans. Voilà. Donc il faut, et d'autant plus en Europe, parce qu'on va être un peu les dindons de la farce, vu qu'on n'a pas d'hydrocarbures en quantité phénoménale. J'en entends certains qui me disent oui, mais on a du gaz de schiste, etc. Enfin, quand on voit l'impact sanitaire environnemental du gaz de schiste, moi je signe pas pour ça, honnêtement. Alors on n'est pas dans le Wyoming, on n'a pas la densité de population du Wyoming, donc autant eux ça peut ne pas les déranger, ok, moi non, pas d'accord. Après, si on va aller chercher plus profondément ou au niveau de la mer, taux de retour énergétique pas très bon, donc le problème revient au même. Dans tous les cas, on aura une contrainte majeure qui va s'exercer, qui nous tend à se dire ça sert à rien de les exploiter. Il vaut mieux en Europe que, même si ça risque d'être douloureux sur du court terme, prendre les devants et faire en sorte d'avoir une économie industrielle ou de maintenir un mode de vie comme le nôtre sans énergie fossile. D'être les premiers d'ailleurs à faire ça dans le monde, ça serait pas mal, plutôt que d'essayer d'aller gratter tout ce qu'on peut pour essayer de gagner un peu de temps pour finalement quelque chose qu'on va devoir avoir à un moment, dans tous les cas. Ouais. Alors justement, pour revenir sur ces fameux modèles de prévision des réserves, pourquoi justement on va vers cette tendance à ce premier modèle où on ne va pas réinvestir et on va
finalement avoir une contraction beaucoup plus brutale. Pourquoi on prend pas... Bah si, justement, c'est parce qu'on va réinvestir et parce qu'on va aller chercher encore plus les réserves qu'on a à disposition que la contraction va être brutale. Parce que quand il y en aura moins, il y en aura moins. D'accord, oui. Mais c'est justement ce qu'on fait. On investit tout ce qu'on peut pour aller les chercher. Mais quand la chute va commencer à se faire sentir, et pour le pétrole conventionnel, elle se fait déjà sentir depuis 2005, hein, c'est ça dans le monde, 2005 ou 2008, 2005 je crois. Oui, parce que ça peut avoir un lien avec la crise de 2008, mais du coup depuis 2005 dans le monde on a de moins en moins de pétrole conventionnel, et du coup on est venu ajouter à cela le pétrole non conventionnel depuis les années 2012 à peu près, et ce pétrole non conventionnel on est en extrait de moins en moins vraisemblablement depuis, alors, la période est un peu floue parce que c'est trop court pour savoir, mais 2018-2022, enfin c'est encore un peu flou. Ça c'est par exemple tout ce qui est pétrole de schiste, sable bitumineux, tout ça. Voilà. Et ça, la contraction commence là aujourd'hui. Donc on rentre dans un monde, en tout cas pour le pétrole, juste le pétrole, où on va en extraire que de moins en moins. Et sur la base des travaux du Schist Project, il semblerait que pour ce qui est de l'approvisionnement européen en gaz, on est la moitié de nos fournisseurs qui passent leur pic d'ici à 2030. D'accord. Donc pareil, on en aura de moins en moins. Et justement, la fin des pétroles non conventionnels, enfin en tout cas le pic, est-ce que ça peut avoir un impact sur l'économie comme le pic pétrolier a pu en avoir un ? Ah mais ça a forcément un impact, oui. Donc là, on est moins de pétrole, moins d'énergie, moins de travail, moins de machines, moins de transformation, moins de valeur ajoutée, moins de... Voilà, Quand on trace, c'est Jean Covici qui l'a mis, mais c'est pas une démonstration, c'est un exemple qui va dans le sens de ce qu'on a expliqué jusque-là. La corrélation directe entre énergie et activité humaine. Mais quand on trace ce qu'on appelle la valeur ajoutée, ce que je trouve c'est un meilleur indicateur que le PIB, parce que le PIB, on a rajouté des trucs au fur et à mesure, il y a aussi les produits financiers, etc., qui sont pas corrélés à la réalité. Donc c'est mieux la valeur ajoutée. Quand on trace l'évolution de la valeur ajoutée mondiale depuis l'époque on la quantifie, donc ou en tout cas on a les données sur le sujet, et en parallèle qu'on trace l'évolution de la quantité d'énergie primaire consommée, ça vous fait quelque chose de linéaire, c'est directement proportionnel en fait. D'accord, ouais. Mais c'est logique, physiquement c'est logique. Alors, on va, je pense, passer aux questions du public. Donc on va commencer par celle de Duguay-Clin 34. Que pense-t-il des petits réacteurs nucléaires qui pourraient se brancher tels de gros générateurs d'entreprise ? Est-ce une solution viable et d'avenir ? Alors pour les petits réacteurs nucléaires, ça dépend de la puissance. Je sais qu'il y a certaines startups qui veulent faire alors moi j'appelle ça des micro-réacteurs nucléaires, parce que c'est de l'ordre de... Ça c'est quasiment un réacteur de sous-marin, donc 40 mégawatts, ou un truc dans le genre, c'est très très petit. Ça permet d'alimenter quoi, grosso modo 40 mégawatts ? Un sous-marin. j'ai pas... Non, mais en termes d'une petite ville, ou non, c'est peut-être plus... Oh, moi même. C'est plus une entreprise qui a besoin de beaucoup d'énergie, enfin oui, une entreprise énergivore qu'une petite ville. Je pense que la comparaison avec un bateau, avec un sous-marin, c'est assez parlant. Un sous-marin, ça consomme pas non plus une quantité faramineuse d'énergie. Faut que ça avance, mais voilà. Donc c'est du 40 mégawatts qu'on a sur les sous-marins. Donc ça, c'est les micro-réacteurs nucléaires qui peuvent être intéressants pour faire de l'électricité peut-être, de la chaleur oui, après à voir, parce que là du coup ça va encore plus disperser la quantité de matière radioactive qu'il y a, et puis il faut les exploiter, etc. Donc ça pose des questions de sûreté qui sont pas négligeables. Après on passe sur la gamme au-dessus, donc ça c'est le projet Neward notamment en France, on passe sur des mini-réacteurs nucléaires, donc les Small Modular Reactors, les SMR, donc là on est plus sur du 200 MW. Là ça a son intérêt, moi je trouve principal pour les zones insulaires. Qui n'ont pas un réseau électrique, enfin les zones insulaires ou les pays qui n'ont pas un réseau électrique très résistant, parce qu'il faut quand même pouvoir l'emmagasiner cette puissance-là électrique, on l'injecte, et sur les zones insulaires on n'a pas forcément besoin d'avoir un EPR de 1600 MW dessus, il n'y a pas trop besoin, mais ça a son intérêt ici. Après moi ma source d'inquiétude vis-à-vis de ça, c'est que ça serait peut-être un moyen déguisé de permettre au privé de s'emparer de la technologie nucléaire, notamment en France, même si dans les autres pays... Le coût d'acquisition serait moins important. Le coût d'acquisition serait moins important. Alors après, il faut savoir que le modèle français est très exceptionnel, parce qu'aux États-Unis, on a une grosse séparation entre exploitants et fabricants concepteurs de réacteurs. Le fabricant concepteur est privé,
Lui, il a quand même une grosse connaissance sur la technologie. L'exploitant lui demande, je veux un réacteur comme ça, tu me le construis, et puis moi, après, je l'exploite. En France, c'est pas ça. Aujourd'hui, en France, on a un exploitant qui est aussi constructeur, EDF, et on a un concepteur, Framatome, qui donne le plan, en quelque sorte. D'accord. Ouais, donc on a une maîtrise à peu près totale sur ce qui se passe de ce point de On vue, a quoi. surtout EDF qui exploite tout un parc de réacteurs nucléaires, hein, donc plusieurs dizaines de réacteurs, 54, 4 ou non 2, enfin, je sais plus, merde, je confonds avec la puissance parfois aussi. Et du coup, qui a un retour d'expérience énorme vis-à-vis de tous les réacteurs qu'il exploite. Aux États-Unis, un exploitant, ça exploite peut-être 2 réacteurs ou 4 réacteurs, donc ça a très peu de retour d'expérience. Et ça peut pas, par exemple, dès qu'il y a un problème, ça c'est juste pour un aspect sûreté, parce que je diverge un peu, mais dès qu'il y a un problème sur un réacteur, ça ne peut pas dire, on va appliquer la solution sur ce problème-là sur tous les autres qui sont de la même technologie. Aux États-Unis, la sûreté nucléaire, enfin l'autorité de sûreté demande à ce que la sûreté soit la même que celle exigée à la conception. En France, nous, on demande à ce que la sûreté soit la même qu'à l'état de l'art. Donc, c'est-à-dire, à l'instant T, on demande à ce que tous les réacteurs aient le même, un degré équivalent de niveau de sûreté. Donc, aujourd'hui, les 900 mégawatts, j'entends certaines personnes qui disent, ça va peut-être répondre à une question plus tard d'ailleurs, pourquoi on ne construit pas des réacteurs comme avant, comme ceux qu'on avait fait parce que ça allait plus vite, etc. C'est juste qu'aujourd'hui, le niveau de sûreté a tellement augmenté qu'ils ne sont plus comme avant. Il y a eu des ajouts, il y a eu des modifications, il y a eu des corrections, etc., qui ont fait que leur niveau de sûreté est normalement un niveau équivalent à ce que doit être celui de l'EPR. Et selon toi, ça se justifie ou c'est vraiment... Si on veut privilégier la sûreté dans le pays, oui. Après, est-ce que ça va pas parfois dans l'excès ? Ça c'est pas à moi de répondre, déjà, c'est une décision collective, mais il est possible que ça aille dans l'excès en France et ça aille dans le pas assez aux États-Unis, par exemple. Ouais. Alors on va peut-être passer à une autre question. Donc peut-être à l'inverse d'un coût d'acquisition, de construction des micro-centrales qui serait relativement faible. Qu'en est-il de la fusion nucléaire et du projet ITER ? Ça c'est question de Megha Dionra et de French Arthur. La fusion nucléaire, c'est utile, à mon avis, et nécessaire d'aller expérimenter pour chercher à l'exploiter, hein, forcément. Ça ne fera que de l'électricité aussi, normalement. Enfin, ça pourra faire peut-être de la chaleur, mais ça fera essentiellement de l'électricité. Le projet ITER est l'une des technologies possibles pour la fusion nucléaire, on fait via des tokamaks. Aux États-Unis récemment, c'était par impulsion laser. Tokamak, c'est ça, je peux pas trop. C'est une enceinte en fait magnétique où on a un plasma qui tourne à l'intérieur. Oui, c'est une sorte d'anneau. Exactement, c'est ça, c'est ce qu'on appelle un tokamak. Aux États-Unis, ils ont fait ça par impulsion laser récemment. C'est une start-up qui a fait ça aux États-Unis où ils ont réussi à avoir un rendement positif pendant quelques temps. C'est très bien qu'il y ait différentes technologies qui soient exploitées, mais il ne faut pas se leurrer vis-à-vis de la course contre la montre qu'on a contre la réduction de la disponibilité des hydrocarbures et le réchauffement climatique. Il ne faut pas se leurrer, il ne faut pas parier sur la fusion pour nous sauver. Ouais, c'est un risque trop important. Aujourd'hui, l'état technologique de la fusion, c'est un état équivalent à ce qu'était le nucléaire dans les années 40 peut-être, 40-50. Aujourd'hui, le nucléaire fait que 4% de l'énergie mondiale. Ah, ça vous donne un ordre de grandeur. Effectivement, ça permet de... La fusion nucléaire à échelle industrielle, là j'insiste vraiment sur échelle industrielle, ça arrivera à la fin du siècle. Faut pas parier sur ça pour nous sauver. Et justement, à l'échelle expérimentale, là, on en est où à peu près peut-être pour développer un peu... Comme je dis, nucléaire dans les années 40-50. Après, voilà, comparaison n'est pas raison, mais ça donne des bonnes idées. À l'échelle expérimentale, on arrive à faire de la fusion pendant quelques secondes. Voilà, faudrait tenir quelques mois au moins pour faire de l'électricité, c'est pas mal. Donc on est loin du quelques mois et on arrive par impulsion laser avec les tokamaks, on n'y est pas encore arrivé normalement. Enfin, je suis bien informé, mais à avoir un rendement positif que sur quelques secondes aussi. Donc, c'est-à-dire dégager plus d'énergie que ce qu'on en consomme pour maintenir la fusion. Ouais, on va pas passer l'hiver avec ça. Ouais. Non, pas pour demain en tout cas. Voilà. Bon. Alors ensuite une question qui fera certainement plaisir à Charles parce qu'on va parler d'éoliennes donc. L'éolien est-il vraiment nécessaire au mix énergétique français sachant que l'on a déjà le nucléaire et l'hydroélectrique ? Question de Duguesclin 34.
Le nucléaire, on en a, oui, on en a pour longtemps si on fait du 4e génération, mais si on veut voir très loin, et c'est un peu l'approche que j'ai ici, c'est de se dire, on a quand même une énergie qui est à disposition, qui est le vent, où il y a des endroits où ça souffle beaucoup. Si on arrive à pouvoir extraire cette énergie-là dans des proportions raisonnables pour le mix électrique, pour pas le déstabiliser évidemment, et qu'on arrive à recycler les matériaux qu'on utilise pour faire de l'éolien, moi ma logique c'est pourquoi se refuser d'exploiter cette énergie-là. On a ce qu'il faut. Ouais, et pas de façon dogmatique à en foutre partout et avoir un réseau électrique où la variable d'ajustement devient le consommateur et pas le producteur. Ça oui, ça me dérange un peu plus. Mais avoir la vision aussi dogmatique de dire ah non on n'en veut plus du tout parce que je ne sais pas quoi, parce que c'est pas beau, ça c'est pas rationnel. Voilà, c'est pas beau, c'est une opinion. Il y a des personnes qui trouvent ça très beau par le symbolique que ça représente. Il y en a qui trouvent ça très moche. Bon, ça encore, tu vois, c'est un débat. C'est un autre problème. C'est un débat démocratique qui doit se trancher par la voie démocratique, parce que c'est que de l'opinion. Mais pour moi, en tout cas, c'est l'hypothèse que j'ai prise dans mon scénario, c'est quand on en a, pourquoi se refuser de l'exploiter ? Ouais. Oui, donc... Sous certaines conditions. Voilà, les conditions que j'ai énoncées tout à l'heure. Le recyclage et ne pas dépasser un certain pourcentage du mix électrique pour pas le déstabiliser, pour toujours avoir un mix électrique pilotable et qui soit pas au détriment du consommateur. C'est-à-dire, on va vous couper l'électricité parce qu'on n'a pas de vent, concrètement. Alors justement, ce qui est intéressant dans ton approche, je trouve, c'est encore une fois, il y a cet aspect souveraineté et décision du peuple sur le futur en fait de notre système énergétique. Donc je vais peut-être remettre ça en parallèle avec une question d'un des auditeurs. D'une peut-être. Evelyne OXF, pensez-vous que nous pouvons faire une transition écologique dans l'Union européenne actuelle, ou faut-il réformer l'Union européenne ? Est-ce qu'il y a un lien par rapport à ça ? Est-ce qu'on a des contraintes au niveau des traités ? En soi, l'Union européenne n'a pas aujourd'hui le pouvoir décisionnel, donc la souveraineté concernant le mix énergétique des pays. On est toujours libre de faire le mix des pays. Après, il passe par la porte de derrière en fléchant les financements. Voilà. Je suis d'accord avec le parti pris fait par le Shift Project de se concentrer que sur la France, déjà parce qu'on a le pouvoir décisionnel dans ce pays, donc on est en capacité de faire très rapidement. C'est quand même une course contre la montre, je le dis encore. Donc, moi, j'irai pas m'embêter à essayer d'aller imposer à nos voisins des choses où peut-être ils sont pas d'accord, mais plutôt leur montrer qu'on est capable de faire avec des décisions rationnelles qui peuvent être appliquées dans d'autres pays et du coup les convaincre comme ça. Après, si les Allemands ils veulent pas. C'est leur pays, ils s'effondrent et puis le problème est réglé. Enfin, tant pis pour eux. Alors justement, ça je vais... comment dire, par contre, je suis pas d'accord pour que les Allemands viennent nous faire chier aussi à vouloir fermer nos centrales nucléaires. Ça, voilà. Nous sommes d'accord, mais le fait qu'ils exploitent du charbon, est-ce que ça pose pas un problème sur la planète ? Et alors, si, ça pose problème. Mais à part leur déclarer la guerre avec un casus belli un casus belli écologique, si vous voulez. Mais il faudrait savoir ce qu'en pense Pierre-Yves. On peut lui poser la question. Ça peut être un nouveau type de casus belli qui apparaîtra plus tard, du casus belli écologique. Donc vous polluez trop, on déclare la guerre pour raser vos centrales à charbon. Oui, pourquoi pas. Mais moi, c'est pas la solution que je privilégie. Par contre, on peut très bien, essayer de leur donner des pénalités financières, enfin leur taper sur le doigt en leur disant ça suffit. Enfin, sur ce point-là, les Chinois ils exploitent pas mal de charbon, mais c'est eux qui construisent le plus de réacteurs nucléaires justement pour s'en détacher. Alors que les Allemands font l'inverse. Donc pour moi, je préfère davantage critiquer les Allemands qui vont pas dans la bonne direction, à mon avis, en tout cas, la direction qui est compatible avec la souveraineté énergétique, plutôt que les Chinois qui eux poussent à fond dans ce sens-là. Ouais. Pour le coup, ils ont lu Maxime Amblard et... Je sais pas s'ils l'ont lu, mais peut-être qu'intuitivement ils ont compris, ou peut-être que, moi je pense pas avoir inventé non plus un truc exceptionnel, mais oui, peut-être qu'ils ont compris que les bonnes décisions s'orientaient Mais en fait, c'est ça l'intérêt. Peut-être parce qu'ils sont très rationnels de base aussi, ils font moins d'idéologie que nous. Ouais. Et mieux informés, il y a tout un lien derrière. C'est ça, c'est ce que tu dis en fait au début du livre. Je ne prends pas de position partisane, il n'y a pas d'idéologie.
on fait un travail d'ingénieur avec... il y a toujours un petit peu, faut jamais dire qu'il n'y en a pas totalement, il y a toujours un petit peu de préférence idéologique, mais j'ai essayé de minimiser ça, en tout cas, de minimiser ce biais-là. Alors justement, pour revenir sur quelque chose dont tu parlais, du Gleclin 34 encore, qui nous disait peut-on rattraper notre retard sur la 4e génération et arriver à boucler le cycle du combustible, utilisation des déchets comme combustible? Quand on veut, on peut. Donc, moi, je ne dirais que ça. Quand on veut, on peut. On a su être en avance sur la 4e génération, parce qu'avec le Phoenix et Super Phoenix, on était largement en avance. On a su prendre les mauvaises décisions pour arriver en retard. Si on y mettait les moyens... après, il y a toujours une inertie, forcément, ça nécessite des compétences, ça nécessite de la formation, ça nécessite tout ça. Mais on pourrait, oui, à mon avis, peut-être pas à court terme, hein, mais à moyen terme, au moins rattraper notre retard. Si on le voulait, encore une fois. Alors, juste pour revenir sur l'historique, tu peux nous rappeler Phoenix, Super Phoenix Ah oui. Ce qui s'est passé. Phoenix, Super Phoenix, ça c'est Phoenix était un démonstrateur expérimental, enfin un réacteur expérimental sur générateur. Donc type réacteur à neutrons rapides refroidi au sodium de 200 MW qui devait montrer que il est possible de faire de l'électricité avec ce type de réacteur-là, donc sur générateur. Ensuite est arrivé quelques années après, pas très loin derrière, je crois, dans les années 70-80, Super Phoenix qui lui était un démonstrateur industriel, donc 1200 MW, beaucoup plus puissant, qui lui devait en gros montrer qu'on pouvait déployer ce type de réacteur-là à échelle industrielle, comme a été fait les REP, les réacteurs à eau pressurisée qu'on a aujourd'hui en France. Il s'avère que Super Phoenix a malheureusement été fermé beaucoup plus tôt que prévu pour décision politique. Il y a eu aussi beaucoup de fermetures administratives sur Super Phoenix. Et il y a eu aussi des problèmes, il faut pas se leurrer, il y a eu des soucis. Mais après, c'est le but d'un démonstrateur industriel, pour moi, hein, c'est d'avoir le plus de soucis possible pour éviter justement qu'ils arrivent sur les réacteurs de série. Et on a arrêté notre ambition sur ces réacteurs de surgénérateurs qui, à mon avis, dans la logique, j'ai pas les preuves, mais à mon avis, dans la logique de l'époque, du programme nucléaire de l'époque, devaient être la deuxième vague de réacteurs qui allait être lancée pour remplacer ce qu'on a aujourd'hui. Donc en faire un petit peu peut-être tous les 10 ans pour garder les compétences, et d'une fois que nos réacteurs seraient trop vieux aujourd'hui, hop, on remplacerait par des réacteurs surgénérateurs pour être totalement indépendants au niveau de nos réserves en uranium en tout cas. Ouais, donc c'est faisable. C'est faisable, il y avait une vision à long terme à cette époque-là, c'est juste qu'elle a été balayée d'un revers de la main par une idéologie politique, à mon avis, voilà. Et ça, justement, est-ce que c'est pas un des dangers de la démocratie par rapport à... moi j'ai envie de rétorquer qu'on a réussi à faire le plan Messmer, même avec une démocratie. Ouais. Donc c'est possible. Il faut juste avoir des garde-fous. Il faut juste se dire, le système énergétique, c'est quelque chose qui prend du temps à être fait, qui est une vision sur le long terme. À partir du moment où on prend la décision à un instant T, décision que je souhaite d'ailleurs populaire, enfin, motivé par le peuple, bien informé évidemment, mais motivé par le peuple pour avoir sa légitimité. Comme ça, le politique derrière, ou même un système parlementaire rassemblé en congrès, ne pourrait pas bloquer ce truc-là. Limite, le mettre dans la Constitution, quoique ça peut être modifié par le Congrès. Oui, mais les grandes orientations des politiques... Ce qu'on veut maintenant dans la Constitution. Mais les grandes orientations des politiques énergétiques, mais peut-être même économiques, pour moi, ça doit être décidé par le peuple et ça doit ne pas être modifié tous les 5 ans au bon gré de la princesse. Ouais. Alors, justement, ça fait un peu le lien avec ce que tu dis à l'instant. Une question de Séphira 6. Notre invité pense-t-il qu'il y a un recul de la pensée scientifique dans nos élites? Est-ce que c'est ça le problème? Mais une disparition de la pensée scientifique dans nos élites. Et c'est même pas un recul là, on a des déjà de par leur formation, sans vouloir te taper dessus, mais ça y est, je recommande que tu aies une formation littéraire. Non, pas du tout, même pas sciences politiques. Mais... Oula. Ouais, bah oui, j'aurais dû mieux fait de me taire. Bref. Ils mettent le mot science pour les rassurer. Non, je suis taquin. Mais non, on n'a plus de formation. Après, écoutez les auditions à la commission d'enquête parlementaire sur les pertes de souveraineté
souveraineté énergétique. Il y a des personnes qui sont beaucoup plus âgées que moi et qui s'y connaissent davantage, que là, c'est surtout lié à l'expérience plus que la connaissance. Mais il y a un affaiblissement, voire une disparition totale des compétences techniques parmi les conseillers. Les ministres aussi, ils s'en foutent des questions techniques aussi, eux, ils font juste de leur idéologie, ils sont convaincus du truc, et puis voilà. Et les conseillers qu'il y a derrière sont pas forcément mieux lotis. Et ils viennent des écoles type Sciences Po, type ENA, qui malheureusement apparemment, ça je me fiais par exemple ce qu'il disait Yves Bréchet ou quoi que ce soit, ou d'autres personnes, je veux dire, n'enseignent plus même l'histoire technologique de quoi que ce soit, même l'histoire du nucléaire en France, voilà, qui n'est pas forcément d'avoir un niveau technologique faramineux, mais au moins ça permet d'avoir un background, et ne lisent plus les rapports techniques, scientifiques qui sont envoyés sur des sujets comme ça éminemment techniques. Ça, c'est quand même important de les lire. Donc il y a plus cette appétence-là, et on navigue à vue, en conséquence. C'est peut-être justement l'intérêt d'un ouvrage comme celui-ci. C'est pour ça que je l'ai fait, oui. Enfin, c'est pour ça. Ça a motivé aussi cela, c'est pour essayer d'informer les gens de la façon la plus rationnelle, mais aussi un peu technique, forcément, il faut rentrer, mais de la façon la plus rationnelle et sans idéologie sur comment on pourrait prendre les meilleures décisions qui soient. Et justement, est-ce que tu l'as envoyé à des responsables politiques J'ai tâché de l'envoyer à un député de chaque groupe parlementaire. Donc pour être transparent avec vous, je l'ai envoyé à Fabien Roussel, je l'ai envoyé à Maude Bréjon pour LREM, enfin pour le Renaissance, pardon, parce qu'on parle de groupe parlementaire. Je l'ai envoyé à Jean-Philippe Tanguy. Je l'ai envoyé aussi à... j'ai oublié son nom, chez LFI. Une des personnes les plus raisonnables de LFI. Il n'y en a pas beaucoup. J'ai oublié son nom. Ah, mince. Non, celui qui a fait le documentaire, là. Ruffin ? Oui, voilà, Ruffin, exactement. Par contre, j'en ai pas envoyé élevé, j'avoue. Non, là, je me suis perdu pour la cause. Je me suis dit, ce serait gâcher du papier pour rien. Les économies, c'est important. Voilà. Les économies de papier. Donc, chaque groupe parlementaire a normalement eu son ouvrage. Après, libre à eux de le lire ou pas, mais j'espère. Et t'as pas eu de retour J'ai Merci pas beaucoup. Si, Jean-Philippe Tanguy, j'ai eu retour. Donc, mais ça se rapprochait déjà pas mal du programme du RN, qui, à mon avis, était trop dans on veut pas de renouvelable, on veut du nucléaire pour marquer les esprits. Ouais. Mais c'est vrai qu'en termes, pour être raisonnable, c'est pas forcément la meilleure solution, mais c'est vrai que politiquement, pour faire de la communication, c'est plus marquant. Malheureusement, la politique est un peu dénuée de nuances parfois. Sur le service national, même problème. Oui, voilà, c'est la nuance, ils ont du mal. Mais c'est aussi la communication qu'il y a derrière, où ils ont du mal. Après, j'ai eu un retour, alors que je ne lui avais pas envoyé d'ailleurs, parce que c'est pas un groupe parlementaire, mais de Kuzmanovic, qui m'a fait son retour, qui l'a lu, qui m'a fait son retour, qui a dit qu'ils avaient vraiment trouvé ça très bien, et que chez République Souveraine, ils en faisaient la promotion aussi. Donc je pense que c'était agréablement surpris, et ça fait très plaisir d'avoir ce genre de retour-là. Ouais, ça c'est clair, ça encourage pour essayer de promouvoir justement l'ouvrage. Mais surtout que des personnalités un tantinet politique quand même, qui ont un peu d'influence, s'emparent de ce sujet-là, essayer d'approfondir leur connaissance dessus, et si ça peut aider en cela, si ce livre peut aider en cela à sa modeste taille, évidemment, je prétends pas non plus vendre 500 000 exemplaires, mais si ça peut au moins aider à éveiller les consciences sur ce sujet un petit peu, ce sera toujours ça de gagner. Bon, et ben justement, on va passer à des questions peut-être un peu plus philosophiques. Donc ouais, il y a cette volonté-là de, comment dire, d'élever les consciences, d'éduquer, d'informer. Ouais. Qu'est-ce que on va arriver à la fin de l'émission, hein, qu'est-ce que tu peux dire justement, parce tu disais tout à l'heure, il y a une sorte de sinistrose, une sorte de comment on appelle ça, l'angoisse écologique, voilà, et c'est tout à fait compréhensible, hein. Éco-anxiété. Éco-anxiété, voilà. C'est tout à fait compréhensible quand on écoute certains spécialistes, peut-être pour aller à l'encontre de tout ça, mais sans évidemment aller dans l'optimisme béat. Qu'est-ce que tu peux dire aux gens pour peut-être leur redonner espoir et voir ce qu'on peut... Voilà. Mais le constat, en soi dans le livre, il est que
on a des gens qui sont en éco-anxiété, et pour moi, pour l'avoir moi-même vécu, ils ont raison. Il y a la montagne un peu terrifiante qui s'avance devant nous, et les menaces qui y sont associées sont quand même assez terrifiantes pour ce qui est de la dégradation de notre mode de vie, etc. Après, j'ai envie de vous dire que le propre de l'homme, c'est quand même de savoir s'adapter. Et savoir s'adapter collectivement. Donc tout seul, oui, ça peut nous paraître gigantesque, mais si on renoue un peu avec un peu de collectivisme, sans vouloir faire du communisme non plus, mais arrêter l'individualisme total, nous ne sommes pas seuls, et ensemble, on a réussi à envoyer des fusées sur la Lune. Donc, bon, on est capable quand même de faire des choses. Et je veux pas aussi faire la promotion du technosolutionnisme. Moi, aller dans la géogénierie, non, c'est pas... Mais pour autant, il y a un intermédiaire entre la géogénierie, le technosolutionnisme, et le fatalisme total, et se dire, on va décroître, du coup, parce que le meilleur moyen d'arrêter d'avoir des impacts sur l'environnement, c'est d'arrêter d'utiliser ce qui a un impact sur l'environnement. De retenir sa respiration, quoi. C'est ça. C'est un raisonnement très simple, oui, très très vrai, mais je suis pas sûr que ce soit le plus agréable pour nous. Il y a quand même un intermédiaire entre les deux, en se disant, on va essayer déjà d'adapter nos modes de vie, d'être plus raisonnable, d'optimiser la consommation d'énergie qu'on a, parce que vous voyez, en termes de gaspillage, on a pas mal, beaucoup aussi aujourd'hui, et d'utiliser, d'exploiter des sources énergétiques qui sont compatibles avec ce que j'appelle dedans la souveraineté énergétique. Ça prend les impacts environnementaux en compte, mais pas que. Et pour moi, j'essaie de dessiner une voie intermédiaire, mais bon, comme elle est intermédiaire, elle est difficilement audible, parce que généralement, on écoute les extrêmes. Et pour moi, il y a un chemin quand même à aller vers là. Il y a quelque chose, notamment par le nucléaire, qui peut amortir le choc, comme dit Jean Covici, mais même au-delà d'amortir le choc, ça nous permet, quand même, à mon avis, de nous stabiliser dans un niveau de vie qui est quand même pas trop dégueulasse. Il faut, ça nécessite évidemment de faire du recyclage, etc. Donc je garderai quand même une certaine forme d'optimisme, comme tu dis, sans être forcément béat derrière tout ça. Et par contre, j'insiste sur le fait, et je veux persuader les gens de s'informer, donc soit d'écouter des conférences, comme je l'ai dit, moi je suis pas un grand lecteur, donc même moi je suis pas sûr que j'aurais lu mon livre, mais d'écouter des conférences, de passer du temps, ça nécessite du temps, mais de passer du temps pour s'informer. Je pense que les auditeurs qui sont là ont l'habitude de ça, s'ils écoutent un format aussi long que celui qu'on vient de le faire, mais surtout diffuser l'information autour de vous, même si c'est des petits morceaux de connaissances, etc. Parce que moi-même, je m'aperçois qu'autour de moi, quand je dis en France, 60% des énergies qu'on consomme, c'est des hydrocarbures, pétrole et gaz, les gens, ils sont sur le cul, ils le savent pas. Et tout de suite, ça les surprend, parce qu'on n'entend pas du tout ça dans les médias. Rien que ce genre de petite information anodine, ça peut entraîner de la curiosité d'une personne qui va se réinformer, qui va encore s'informer sur le sujet, et du coup, qui va changer d'avis ou avoir une idée plus construite et pas juste être dans une position idéologique en disant « Ah ben moi, je suis à fond pour le nucléaire, mais je sais pas pourquoi, ou pour des mauvaises raisons. Alors, moi, je suis à fond pour le renouvelable intermittent, éolienne photovoltaïque, et je sais pas pourquoi, ou pour les mauvaises raisons. » Position dogmatique un peu. Exactement, ça va permettre déjà de construire leur raisonnement derrière. Et pour conclure, c'est la phrase que j'aime bien donner, et c'est la période qu'on va vivre, à mon avis, dans les quelques années à venir, par manque d'anticipation. C'est pas une fatalité, mais c'est par manque d'anticipation. On va vivre une période de pénurie, et on a vécu une période d'abondance avant, et quand l'abondance laisse place à la pénurie, l'ignorance doit laisser place à la connaissance, sinon quoi, l'abondance restera un lointain souvenir, et la pénurie deviendra la norme. Et c'était le mot de la fin. Merci. Alors justement, pour revenir sur ce que tu disais sur le fait de s'informer, tu me parlais tout à l'heure pendant la pause, tu voulais faire peut-être des formats courts pour permettre aux gens de s'informer. Alors c'est pas encore en ligne, il me semble. Non, pas. c'est pas encore en ligne. Mais comment les gens peuvent rester en contact avec toi, tout simplement? Rester en contact avec moi. Alors, les réseaux sociaux. Alors oui, je suis sur Twitter, donc c'est pas très Maxime Amblard. Je crois que c'est @Maxime Amblard 5. Pour le 5 derrière, je sais pas. Mais, je suis le 5e à m'appeler comme ça sur Twitter. Là, il y a moyen de me contacter comme ça s'ils veulent. Et je pense que c'est le canal le canal le plus approprié. Okay. Sinon, il y a mon adresse mail aussi. Mais on va peut-être pas la donner non plus. Mais en tout cas, oui, Twitter, ils peuvent te contacter. Voilà. Ouais. Après, je sais que tout le monde n'a pas Twitter, mais bon.
Écoute, merci beaucoup Maxime, c'était vraiment un honneur et un plaisir en plus parce que c'était vraiment très intéressant de t'avoir comme premier invité de l'émission. Moi je vous invite évidemment à vous procurer l'ouvrage de Maxime, Abondance et pénurie. Donc vous le retrouverez évidemment sur la librairie du Cercle Aristote. Vous connaissez cerclearistote.com. Vous y allez et puis voilà dans l'onglet librairie vous pouvez vous le procurer et il sera envoyé par notre très efficace service d'expédition. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo. Donc évidemment, je fais les rappels, mais mettez un pouce, commentez, partagez cette vidéo. Comme disait Maxime, n'hésitez pas à la diffuser autour de vous pour que la connaissance puisse se diffuser. Également, donc abonnez-vous à nos différents réseaux sociaux. Vous allez pouvoir comme ça suivre les différents formats d'émissions et puis au-delà de ça, toutes les activités du cercle, parce que Maxime est l'un de nos auteurs, mais évidemment il y en a beaucoup d'autres et on se fera un plaisir évidemment de les recevoir un par un chaque mois ici. Alors, quoi d'autre? Je voulais vous donner quelques informations. Donc, en termes de date, vous aurez le 5 mars le grand entretien avec Pierre-Yves Rogiron qui arrivera et le 8 mars le Rémitel, telle est la question. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir également les autres émissions, voire sur d'autres sujets. Écoutez, merci beaucoup. Ça a été un plaisir. J'espère que vous avez passé un bon moment, tout simplement. Et puis, je vous retrouve dans un mois pile avec Pierre Le Vigan, éparpillé façon puzzle. Donc, je pense que ça va déménager et on aura beaucoup de choses à dire. Bonne soirée et à bientôt. Bonne soirée. Chers camarades, si tu veux plus de contenu, de réinformation, d'éducation populaire et de formation intellectuelle, n'hésite pas à faire un don sur notre page Tipeee.